Alors, oui, moi c'est allumé. Messieurs, dames, nous allons démarrer. Je vous invite à mettre du coup votre casque parce que sinon vous n'allez pas nous entendre. Hop. Alors, est-ce que tout le monde... Non, tout le monde n'a pas encore son casque. Hop. Et si vous voulez nous entendre, il va falloir... Donc, tout le monde nous entend bien, j'ai l'impression. Alors, faites un oui, comme ça, si vous m'entendez. Ok, je crois que tout le monde m'entend. Super. Bon, ben d'abord, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Si à la régie, on peut m'envoyer le PowerPoint, ce sera mieux, puisque normalement, vous avez vu comment fonctionnait le casque. On va pouvoir envoyer voilà, le diaporama. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'économie circulaire dans le domaine de l'éolien. Alors, que vous dire ? Je vais essayer de poser un peu le contexte. On a tout un tas d'intervenants pour en parler, mais on va essayer de poser un peu ce contexte-là de manière synthétique. Dans quel contexte on est ? On est dans un contexte d'objectifs posé notamment par la région Occitanie à travers son scénario REPOS, qui est ambitieux. Donc si vous ne les connaissez pas, on a un objectif de 3,6 gigawatts en puissance installée d'ici 2030, 5,5 en 2050. On est aujourd'hui à 1,5 gigawatts, avec, vous me corrigerez, chers intervenants, 124 parcs éoliens en service qui représentent 803 éoliennes. Et 60% de ces éoliennes sont potentiellement, enfin de ces parcs, sont potentiellement soumis au démantèlement d'ici 2025. Donc il y a un vrai sujet sur tout ça. Aujourd'hui, on arrive à recycler, vous le préciserez sûrement, environ 90%, voire plus de 90% des éoliennes, ce qui n'est pas rien évidemment. Mais est-ce qu'on peut arriver aux 100% ? Si on veut être dans une réelle logique d'économie circulaire, il faudrait qu'il n'y ait que rien ne se perde, rien ne se crée, mais tout se transforme, que vraiment on ait une complète recyclabilité de ces éléments-là. Donc pour parler de tout ça, alors moi j'ai appris plein de choses en préparant cette table ronde. Tiens d'ailleurs je vais vous poser la question de savoir un petit peu qui vous êtes aussi dans la salle. Alors est-ce que si vous pouvez lever la main, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent déjà dans le domaine de l'éolien ? Ok. Donc une majorité, a priori vous allez comprendre ce qu'ils disent. C'est ça ? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ne travaillent pas dans le domaine de l'éolien ? Ok. Est-ce que peut-être, je vais me rapprocher de vous, enfin si vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes étudiant, vous reconversion, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous vous êtes trompé de conférence et que vous voulez pas être là en fait, mais tant pis. Moi je suis pas là par hasard. Je suis ingénieur mécanique. Je travaille sur des produits plutôt dans l'hydrogène, mais ça m'intéresse aussi de voir ce qui se passe dans l'éolien. D'accord. Mais pour le coup, ce sera peut-être sur les mots techniques de l'éolien, etc. Ça pourrait être utile que je fasse le Schtroumpf bêta en demandant qu'est-ce que ça veut dire, le refurbishing, le revamping et autres ing. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas levé la main ou qui voudraient aussi partager peut-être s'ils attendent des choses particulières de cette conférence, des questions ? Tout au long de la conférence, vous pourrez poser des questions, mais si vous avez une commande à passer à nos intervenants, des choses. Pour l'instant, non ? Très bien. Alors, moi, je vais essayer du coup de... Oui ? Une question. Là, oui. Alors, quel est votre prénom et qu'est-ce que vous attendez peut-être de cette conférence ? Bonjour, je m'appelle Heidi, je travaille au sein du bureau d'études photovoltaïques d'Enercop Normandie. Et donc, on va être amené à faire du co-développement, notamment éolien, au sein de notre entreprise avec d'autres partenaires. Donc, en fait, c'est un peu pour pouvoir assurer, quand il y a par exemple des réunions publiques, ce genre de choses, qu'il y a des questions, pouvoir répondre aux questions, surtout des particuliers souvent, sur une fois que les éoliennes ne sont plus fonctionnelles, qu'est-ce qu'on en fait en fait. Ok, effectivement, ça va sûrement faire le lien avec les enjeux d'exemplarité dont on va parler. Je crois que mon micro déconne un peu, mais peut-être parce que je bouge. Je devrais pas bouger, c'est ça ? Voilà, on est empêché dans cette... Merci pour ces compléments. Alors, moi je vais essayer de résumer. Pour parler du coup d'économie circulaire dans le domaine de l'éolien, je vais venir me mettre avec vous, puisque maintenant c'est vous que je vais interroger. Il me semble que pour pouvoir... Là, vous m'entendez plus, là ? Si ? Ah bon ? Ok, ben moi je m'entends plus. Ah mais moi je m'entends plus, mais c'est pas grave.
Il faut déjà peut-être se poser la question du contexte de où on en est, du contexte de la filière aussi occitane, pour pouvoir voir effectivement quels sont aussi peut-être les enjeux réglementaires et comment ils ont évolué. Et puis ensuite, il y a plusieurs étapes quelque part dans le processus. La première chose, c'est de pouvoir prolonger la durée de vie des parcs et peut-être aussi améliorer la possibilité de les réemployer. Et ça passe par la question de la réparation, de la maintenance et en particulier de la maintenance prédictive. Et pour ça, on aura notamment, sur le contexte, on aura quand même Bertrand Badel de France Renouvelable et on va mettre la diapo aussi qui correspond, qui pourra nous parler de ces éléments-là. Ensuite, sur la question de la maintenance et notamment de la maintenance prédictive, Marianne De Smet, qui est présidente de Defender, pourra nous éclairer sur ces sujets-là. Ensuite, il s'agit de pouvoir les reconditionner et les réemployer, ces éoliennes qui sont démantelées. Et pour ça, on a plusieurs personnes, notamment Laurie Gilbert qui pourra nous en parler, qui est responsable repowering chez Q Energy. Vous me direz si je prononce mal les noms de vos entreprises. Et on a également Sébastien Duchesne, qui est directeur général de MyOneParts, qui pourra nous éclairer sur ces sujets. Et puis ensuite, il va falloir se poser la question, quelles sont les solutions de recyclage pour les éléments qui ne peuvent pas être réemployés directement? Comment est-ce que les différents composants peuvent être recyclés? Comment ça peut interroger aussi la conception future des éoliennes? Et pour ça, j'ai avec moi Francisco Alvarez, qui est gérant de Cowinder Solutions. J'ai Quentin Gauvignon, qui est maître assistant à l'IMT Mines d'Albi, et Alexandra Bertron, également de côté recherche, professeure des universités, qui vous êtes directrice adjointe d'un laboratoire de recherche matériaux et durabilité des constructions à l'INSA Toulouse, et Marc Ouf-Collin, qui est ingénieur commercial chez Vestas France. Voilà pour cette brève introduction. Peut-être avant de commencer, je vais vous interpeller chacun, ça peut être utile pour les gens dans la salle que vous précisiez un peu plus qui vous êtes, avec quoi vous venez quelque part et ce que vous faites en lien avec la question de l'économie circulaire sur le domaine de l'éolien. On va peut-être faire dans l'ordre. Bertrand Badel, peut-être? Oui, ça fonctionne? Eh ben nous, on ne s'entend pas dans le micro. Tout le monde nous entend sauf nous. Bon, allez, on y va. Ok, donc Bertrand Badel, je suis délégué régional pour France Renouvelable Occitanie et également du coup directeur développement chez Energiter qui s'occupe de coup de... Ah, ça y est, je m'entends et je m'entends plus, mais du coup spécialisé dans le développement et l'exploitation de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques. Et donc effectivement, voilà, ça fait pas mal d'années en fait qu'on parle d'éolien, qui est une filière mature, avec en plus en région Occitanie une région pionnière en fait sur le renouvelable. Et donc voilà, il y a beaucoup à dire. On considère toujours les énergies renouvelables comme des énergies nouvelles. C'est plus si nouveau à 30 ans avec 30 ans de retour d'expérience, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, ravi de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Marianne? Oui, bonjour tout le monde. Donc en fait, je viens du secteur aéronautique pendant de nombreuses années. Et depuis 3 ans, nous avons créé cette société, Defender, qui a pour vocation d'offrir des solutions innovantes dans le domaine notamment de la maintenance, mais en sachant qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est vraiment en lien avec l'économie circulaire, qu'il y a un impact même en amont par rapport à qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place en maintenance et de faire le lien avec le design. Donc j'en parlerai un peu plus tard. Merci. Merci Marianne. Laurie, continue par les filles. Du coup, Laurie Gilbert, société Q Energy. Donc, on est développeur et constructeur d'infrastructures renouvelables, donc principalement parcs éoliens et parcs solaires, mais aussi stockage et hydrogène. Du coup, moi, je suis responsable repowering, donc principalement des parcs éoliens, enfin seulement des parcs éoliens. Alors, on commence. Repowering, qu'est-ce que c'est? Repowering, donc c'est l'anglicisme de renouvellement d'un parc éolien. Donc, c'est remplacement de l'intégralité de sa structure par de nouvelles installations en vue de le faire perdurer dans le temps. Okay, donc, on remplace une éolienne entière ou plusieurs éoliennes entières. Exactement. Voilà. Et la question des fondations se pose. Donc dans le repowering, on n'intègre pas forcément le remplacement des fondations. C'est une analyse qui est faite au cas par cas. Et selon l'analyse et les conclusions, on enlèvera ou pas les fondations. Ok. Merci. Sébastien, il est où Sébastien? Il est là. Bonjour à tous. Sébastien Duchesne, donc je suis dirigeant et fondateur de la société MyOneParts. Je suis un produit, on va dire, 100% éolien. J'ai fait toute ma carrière dans l'éolien, ça fait plus de 15 ans maintenant, et spécifiquement dans l'exploitation et la maintenance.
Pourquoi ma présence aujourd'hui? Nous avons développé chez My Wind Parts depuis maintenant 3 ans une activité autour du repowering. On a eu la définition de l'ORI, c'est parfait. Et dans cette activité, on vient démanteler les parcs éoliens en fin de vie via des partenaires. On va parler de Francisco tout à l'heure, qui est un de nos partenaires là-dessus. Et nous, notre intérêt dans ce repowering, finalement, c'est l'acquisition, le rachat de ces machines pour pouvoir les réutiliser en local, de préférence, ou alors en pièces de rechange. Voilà. Merci. Et donc Francisco, qui travaille avec Sébastien notamment. Oui, bonjour tout le monde. Donc Francisco Alvarez, gérant de la société Coverwind Solutions. Donc une société qui depuis 2016 se dédie principalement à tout ce qui est la partie service dans le secteur éolien. Et effectivement, on s'est rendu compte que l'activité de repowering, démantèlement, arrivait assez vite. Donc on s'est vite positionné en cherchant des solutions les plus adaptées à ces activités. Donc on propose ce type de service clé en main justement pour les clients, avec évidemment la collaboration d'experts, que ce soit en pièces ou en système de gestion au recyclage, s'il n'y a pas de réemploi ou de revente des machines. Donc on se connaît un peu tous ici autour de la table et donc voilà, on est un des acteurs aussi et j'espère continuer à être un des acteurs sur le marché français face à ces demandes qu'on a et ces futurs projets. Merci. Marcouf Colin, du coup, en complément. Ouais. Moi, je garde mon micro. Oui, bonjour. Donc, Marcouf Colin. Moi, j'ai commencé à travailler. Mon expérience précédente était dans une entreprise de collecte et de recyclage du plastique. Donc, j'étais dans l'économie circulaire. Et j'ai repris un cycle d'études pour entrer dans le monde des énergies renouvelables en rejoignant Vestas dans un contrat d'alternance. Et j'ai choisi d'étudier la thématique du recyclage des pales d'éoliennes dans un contexte français en tant que mémoire de master. Et à ce titre, je suis les sujets de circularité et spécifiquement sur les pales pour Vestas France. Mon activité principale, c'est de vendre des nouvelles pales en tant qu'ingénieur commercial, mais je m'intéresse aussi à la fin de vie de ces pales qu'on met sur le marché et aussi à la fin de vie des pales qui sont en train de commencer à être démantelées et qui vont être démantelées dans les prochaines années. Merci. Je me tourne vers le monde de la recherche qui s'est mis ensemble d'ailleurs. Quentin Gauvignon. Bonjour, moi je suis Quentin Gauvignon, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Minalbi. Je ne suis pas vraiment dans le domaine de l'éolien, moi je suis dans les matériaux composites, donc on peut en faire des bateaux, des éoliennes, des avions. Et j'ai 2 thématiques de recherche, c'est la fonctionnalisation des matériaux et puis depuis 10 ans je travaille aussi beaucoup sur le recyclage des matériaux composites, comment on arrive à les séparer et à les revaloriser derrière. Voilà. Merci. Et enfin Alexandra. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandra Bertrand, je suis professeure à l'INSA de Toulouse et je suis directrice adjointe du laboratoire matériaux et durabilité des constructions. Dans ce laboratoire, on s'intéresse à la durabilité des structures et des infrastructures en milieu agressif sévère. Le milieu marin est un milieu très agressif pour le béton armé et pour l'acier. Et donc je pilote depuis un peu plus d'1 an un gros projet de recherche sur la durabilité et l'impact environnemental des éléments de structure des éoliennes flottantes, notamment les flotteurs, les chaînes, etc. L'objectif de ce projet, c'est d'augmenter la durabilité des éléments de structure, de réduire leur impact environnemental par l'utilisation, par exemple, de matériaux comme le béton qui intègrent des composants recyclés. Mais également, en termes d'augmentation de la durabilité, c'est mieux comprendre comment fonctionnent les systèmes de protection cathodique, notamment en parcours à imposer, pour mieux dimensionner ces systèmes
et voilà, pour plein de sujets différents. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Peut-être vous, dans le public, ça vous permet de mieux visualiser aussi qui fait quoi et à qui peut-être vous souhaiterez poser des questions. Donc je le rappelle, à tout moment dans cette conférence, vous pourrez poser des questions. On est ensemble pour 2 heures, donc c'est bien que vous aussi vous parliez, puisque sinon il va y avoir trop soif les intervenants. Donc n'hésitez pas, il vous suffit de lever la main, je viendrai ou une hôtesse viendra pour vous apporter un micro, puisqu'effectivement avec les casques, si on ne parle pas dans le micro, les intervenants ils vous entendront pas. Alors, je vous propose d'ouvrir maintenant la première séquence. Vous allez le voir, on a organisé nos échanges autour de 3 grandes séquences. D'abord, repartir des enjeux actuels qui se posent autour de la question de l'économie circulaire sur le sujet des éoliennes. Ensuite, on va creuser un peu les complexités que ça pose, puisque c'est pas si simple une fois qu'on a dit qu'il fallait recycler. Et ensuite, on terminera sur peut-être les pistes pour demain, comment vous voyez l'avenir les uns et les autres. Pour démarrer, j'aimerais bien reprendre un petit temps pour faire mieux que je ne l'ai fait, un petit éclaircissement sur de quoi on parle exactement. Démantèlement, renouvellement, repowering, recyclage. De quoi il s'agit exactement et comment est-ce que ça doit participer d'une logique vertueuse d'économie circulaire. Peut-être pour démarrer, je vous passe la parole, Bertrand Badel. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama et en particulier en zoomant sur la filière occitane et peut-être c'est quoi le contexte aussi réglementaire, les enjeux actuels quoi. Est-ce que vous vous entendez de nouveau dans le casque ou toujours pas? Oui, alors le casque, le casque c'est moyen. Bon, peut-être que quelqu'un nous apportera un petit casque, ça marche. Peut-être pas mal. Merci beaucoup. Le micro plus près. Le micro plus près. Donc effectivement, élément de contexte. Donc, ce que je disais lors de la présentation, en fait, la filière éolienne est une filière mature. Hein. Les premiers parcs éoliens sont en service depuis les années 95-96, spécifiquement ici en Occitanie. Et donc depuis, ça n'a jamais arrêté de s'installer. Et donc voilà, se pose naturellement la question de la fin de cycle de vie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive en France, je dirais, au démarrage de ces questions, mais qui sont des questions qui sont vraiment les toutes premières questions qu'on nous pose quand on développe un parc éolien. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire des composants des éoliennes? Et il y a un devoir d'exemplarité, je dirais, qui est assez unique sur l'éolien, parce que c'est une énergie renouvelable, propre, et que vraisemblablement, les gens attendent vraiment une exemplarité totale sur la filière de A à Z. Et donc c'est vrai que dès les prémices des projets et le développement, on a ces questions sur le démantèlement. Donc effectivement, ce que disait Cécile, on a aussi un cadre réglementaire qui est, je dirais, très strict. Le développement de parcs éoliens est très très encadré. Et donc depuis toujours, il y a un montant qui est cautionné pour permettre le démantèlement des parcs éoliens. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et la grande question, c'était est-ce que le montant réglementaire en fait à cautionner, qui était de 50 000 euros du mégawatt au départ, par éolienne, était suffisant pour démanteler. Donc on avait vu il y a quelques années des devis de spécialistes qui nous disaient que voilà, ça allait coûter 4 fois plus, etc. Donc c'était des batailles de chiffres à n'en plus finir entre... est-ce que finalement, une fois qu'on aura démantelé et revendu les matériaux qui ont pour la plupart une valeur intrinsèque, est-ce qu'on va être à 50 000 euros du coup qui ont été cautionnés dès le départ du projet pour permettre du coup son démantèlement, puisque l'idée quand même de l'éolien, c'est d'être capable en fin d'exploitation, donc après 15 ans pour les parcs qui sont sous tarif de rachat, mais on en parlera peut-être, il y a des faits, notamment avec la crise politique économique qu'on connaît avec l'Ukraine, qui font que les démantèlements de parcs, avec l'augmentation notamment du coût de l'électricité, ont pris du retard, puisqu'il y a un intérêt à prolonger la durée de vie de parcs éoliens qui pourraient être améliorés, mais qui bénéficient de conditions économiques extraordinaires pour le moment. Donc ça, c'est aussi un sujet. Donc voilà, donc il y a vraiment en fait cette question-là qui
a toujours été et qui arrive aujourd'hui sur la table avec les premiers repowering. Donc on n'est pas très loin sur des éléments de contexte. Alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est, pour vous donner un ordre de grandeur, on a une vingtaine de parcs qui sont repowerés sur le territoire métropolitain. Et sur l'Occitanie, on doit être à 4-5 repowering qui sont effectifs. Donc c'est vraiment les débuts. Et pour le moment, ce qui est certain, c'est que la plupart des composants d'une éolienne ont l'obligation d'être démantelés et recyclés. Donc une éolienne, c'est du béton pour sa base, avec de l'acier. Ensuite, on a de l'acier encore pour le mât, du cuivre, de l'aluminium, des métaux rares et la question des pales. Donc on arrive, je dirais de manière assez simple, à un taux de recyclabilité qui a atteint tout de suite plus de 90%. Et ça, c'est pas très discuté, j'ai l'impression. Plus récemment, on a des textes de 2020 qui nous obligent à recycler 95% de la masse globale de l'éolienne, y compris les câblages, les fondations, etc. Et donc la question éternelle un petit peu autour de l'éolien, c'est que fait-on des pales? Donc on a la photo là sous les yeux du Wyoming avec les tractopelles qui enfouissent des centaines et des milliers de pales. Et donc là, voilà, la filière s'évertue à tordre le cou à ces images-là, qui n'existent évidemment pas en France. Et on espère qu'elles n'existeront jamais en France. Donc pour l'instant, les repowering qu'on voit, c'est effectivement des démantèlements sur la vingtaine de parcs. On a une dizaine de parcs qui sont concernés par de la seconde main, c'est-à-dire que les machines sont démontées et partent ensuite sur d'autres marchés européens ou ouest-européens sur la réutilisation des machines, sur de la seconde main. Et donc reste une dizaine de parcs, donc avec 3 pales par machine, qui sont en général découpés et qui partent sur des filières, je dirais, plutôt de valorisation thermique, donc qui sont brûlés, qui partent en cimenterie, des choses comme ça. Donc ça part dans des travaux de VRD. Et, voilà, il y a assez peu finalement de matière en fin de vie, mais le gros sujet, c'est quand, une question de volume aussi pour organiser une filière derrière, et comment on va organiser tout ça. Voilà, pardon. J'adore parce que Bertrand nous a fait toute la conférence déjà. On a toute la conférence déjà. Vous avez posé tous les sujets. Il nous a fait une bonne introduction. Et effectivement, on va y revenir à ces pales, à ces images qu'on veut absolument éviter. Mais peut-être avant ça, j'aimerais bien refaire le lien. On a parlé de repowering justement, qui est une spécificité ou en tout cas une force particulière en Occitanie. Et je voulais interroger Laurie Gilbert. Vous me disiez dans nos échanges préalables que le repowering, c'était un vrai enjeu aussi pour atteindre les objectifs. Est-ce qu'on pourrait atteindre les objectifs qu'on a, que ce soit à l'échelle régionale ou nationale, en ne faisant que de la création et du développement? On est obligé de faire du repowering pour y arriver. Alors oui, ça semble évident, parce que pour faire plus de capacité, il faut qu'on maintienne à minima celle qu'on a déjà en opération. Et que celle qu'on a en opération, elle a une durée de vie. Comme l'expliquait Bertrand, on pense qu'une éolienne peut durer entre 20 à 25 ans. Donc déjà, tirer jusqu'à 25 ans, c'est déjà pas mal. Comme l'expliquait Bertrand aussi, les premiers parcs éoliens datent de fin des années 90. Donc le calcul est rapide. On approche la fin des 25 ans pour ces parcs-là, ce qui explique la mise en service des premiers projets de renouvellement. Pour rappel aussi, la réglementation repowering, elle est plutôt récente. La première autorisation de renouvellement date de 2015, donc il y a moins de 10 ans. L'instruction relative au renouvellement des parcs date de juillet 2018, donc il y a tout juste 5 ans. Donc beaucoup de choses sont en cours de création. À l'heure actuelle, on compte environ 80 autorisations de renouvellement à l'échelle nationale. Une grande partie d'entre elles est en Occitanie, puisqu'en fait c'est là qu'a été le berceau initial de l'éolien, donc c'est le berceau du repowering, c'est la logique des choses. Et en effet, du coup, le repowering est vu par la filière comme une manière de garder ses acquis, donc de garder la capacité qui a installée, mais aussi de l'augmenter, parce qu'on sait que renouveler une éolienne qui fait 500 kg, 1 méga, 1 méga 5, on peut facilement mettre du 2 méga, 2 méga 5, 3 méga à l'heure actuelle. Et donc du coup, c'est une manière très rapide d'augmenter les capacités. C'est une manière rapide, mais pas facile, puisque souvent on pense que le repowering est une chose très simple, ce qui n'est pas forcément le cas, sinon je ne serais pas là. Puisqu'en fait, les contraintes ont changé. Tous les parcs qu'on étudie en renouvellement, comme je disais, ils ont entre 15
15-16 ans. Du coup, c'est des parcs qui ont été mis en service avant 2011. Alors pourquoi je parle de 2011 ? 2011, c'est un peu notre référence côté éolien, puisque c'est là qu'a été publié l'arrêté du 26 août 2011 qui cadre en fait tout ce qui est développement éolien et qui parle entre autres de la distance aux 500 mètres, mais plein de contraintes, radars, distance aux infrastructures, etc. Et donc du coup, tous les parcs qu'on étudie en cours de renouvellement en fait, n'ont pas été établis avec cette réglementation, mais également avec la réglementation de l'aviation civile qui date de 2012, l'aviation militaire qui date de 2017 et l'aviation Météo France qui date de 2014. Donc du coup, en fait, c'est plein de réglementations qui ont émergé au cours du temps et qui contraignent de plus en plus l'éolien. C'est justifié, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en fait, du coup, tous les parcs qu'on étudie pour le renouvellement ne sont dans un sens pas compatibles avec l'une des réglementations. Et donc, redévelopper un parc, c'est souvent essayer de se confronter à cette nouvelle réglementation et de voir comment bénéficier de l'antériorité tout en étant conforme avec la réglementation actuelle. Ça nous mène en fait à certains parcs en France. L'ADEME en 2018-19 estimait que c'était à peu près entre 10 à 12% du parc en opération qui ne sera pas possible de renouveler du fait de contraintes qui sont trop rédhibitoires. Donc en effet, le renouvellement, c'est une manière d'augmenter notre capacité installée puisqu'on renouvelle avec des capacités unitaires plus importantes. Pour autant, on est convaincu que l'intégralité du parc éolien ne pourra pas être renouvelée et donc du coup, il faudra gérer ces parcs en fin de vie, leur étendre leur vie, essayer de peut-être faire une maintenance particulière ou tout simplement les démanteler. Ce qui nous amène à la question des volumes. Sébastien, je vais vous interroger là-dessus parce que vous en aviez parlé aussi. Ce qu'on dit, c'est que de ce que j'en entends, on est à un moment charnière en fait pour la filière où on a beaucoup de parcs qui arrivent en fin de vie. Je ne sais pas si le chiffre des 60% qui date un petit peu est toujours actuel ou si c'est même encore plus aujourd'hui. Et donc il y a un volume important de machines à reconditionner, à recycler. Et ce que vous nous disiez aussi, enfin les uns et les autres, c'est qu'il y avait aussi une spécificité Occitane sur les petites machines et que c'était un enjeu particulier. Est-ce qu'il faut nous en dire peut-être un peu plus sur cet enjeu de volume et cet enjeu spécifique sur les petites machines ? Oui, écoutez, le volume est déjà présent. On parlait tout à l'heure de 60% de machines déjà éligibles finalement, enfin en tout cas sorties d'obligation d'achat, donc éligibles au repowering. En France, c'est à peu près entre 500 à 600 machines à partir de 2025. Et si on revient sur l'Occitanie, le berceau, comme le disait Laurie, c'est déjà 100 à 150 machines à démanteler à partir de 2025. Donc il y a un volume important qu'il va falloir absorber. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité forcément de l'absorber. La filière, je pense, n'est pas prête. Les compétences sont là. Je pense qu'il faut réunir les compétences pour créer cette filière et absorber ce volume. Aujourd'hui, nous, notre positionnement chez MyWinParts, c'est donc le rachat, je le disais tout à l'heure en introduction, le rachat des machines de seconde main. Évidemment, on ne va pas tout racheter. Il y a des machines qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc on va en racheter quelques-unes, mais les autres, il va falloir s'en occuper. Donc il y a des solutions de recyclage. Les experts sont autour de la table ici. Et sur celles qu'on va racheter, l'idée c'est de les reconditionner, leur donner une seconde vie, finalement, en reconditionnant certains composants stratégiques, pas tous, mais en tout cas en leur apportant des garanties. Voilà. Donc l'idée, ça va être de revendre les machines complètes de seconde main sur le territoire français. Aujourd'hui, il y a quelques contraintes, on en discutera, je pense, tout à l'heure. Si c'est pas possible, en tout cas vendre les pièces de rechange. Donc on est vraiment dans le réemploi complet des machines de seconde main. Voilà. Et sur cette question des petites machines, parce que peut-être que c'est hyper clair pour tout le monde, mais moi j'avais pas du tout notion qu'il y avait potentiellement un enjeu sur différentes tailles de machines et que sur les petites machines c'était un peu spécifique chez nous. Effectivement, en Occitanie, il y a beaucoup de machines inférieures au mégawatt, donc ce qui est considéré comme petites machines. Ces petites machines, aujourd'hui, sur des parcs très contraints, Laurie l'a très bien expliqué, sur des parcs très contraints, on ne pourra pas faire de repowering, donc on ne pourra pas installer d'autres machines plus puissantes. Donc il y a l'extension de durée de vie, on l'a parlé, et aussi le fait de réemployer ces machines de seconde main sur des parcs très contraints est une solution alternative, puisque aujourd'hui les fabricants, les turbiniers, ne proposent plus de machines de petits gabarits. Voilà. Donc la solution du seconde main, de réemployer des machines de petits gabarits, contribuera évidemment aux enjeux de 2030 d'atteindre les 35 gigawatts de puissance installée. Oui, ça vous nous l'aviez dit, Laurie, qu'effectivement les plus grands constructeurs arrêtent de produire ces petites machines parce qu'il n'y a peut-être pas assez de marché, j'imagine. Et vous insistiez aussi sur l'enjeu d'avoir un regard peut-être plus large aussi dans le repowering.
plus large géographiquement, je veux dire. Oui, tout à fait. Alors, je vais juste peut-être compléter sûr. sur la notion de petite machine. Donc, en fait, Oui. c'est petite capacité, mais c'est aussi petite dimension. Donc, quand on parle de dimension d'une éolienne, on parle principalement de sa hauteur totale. Donc, c'est des éoliennes qui font 80, 90, 100, 110 mètres. Donc ça, c'est les petites. Ça, c'est des petites machines. C'est ce qu'on a installé dans la fin des années 90, début 2000. Ok. Avec le temps, on s'est orienté plutôt vers du 120, 150. Et actuellement, comme vous le savez sûrement, on est sur du 150, 180 et plutôt 200. D'accord. Et pourquoi le marché français est particulier? C'est parce qu'en fait, en France, on a beaucoup de contraintes en hauteur qui nous limitent en termes de dimension des éoliennes et donc du coup qui nous contraignent à mettre des éoliennes de 120, 150 mètres, ce qui n'est pas du tout le cas du reste de l'Europe. Et en fait, du coup, on est la particularité française et beaucoup de constructeurs en fait ne se satisfont pas que du marché français, donc du coup arrêtent leur gamme de petites machines parce qu'en fait, on est les seuls à les demander. Et donc du coup, en effet, pour ces vieux parcs qui du coup ont besoin d'être renouvelés, qui sont situés dans des contraintes qu'on ne pourra pas bouger et qui donc du coup vont avoir besoin d'être rééquipés par des éoliennes de dimension petite et qu'on ne peut pas trouver dans le marché standard. En fait, en effet, ça peut être une solution de s'orienter vers le marché de seconde main pour en fait rééquiper ces sites. Vu qu'on remplace l'intégralité de l'installation, on parlera quand même de repowering, même si on est du repowering avec des secondes mains. Donc la notion que je parlais pendant la préparation, c'est en effet, en fait, on a des sites en France qui ne sont pas contraints en hauteur, qui ont pourtant des petites machines parce qu'ils ont été mis en service il y a un certain temps. Et donc, en fait, on réfléchit au niveau de la filière à essayer de peut-être redistribuer les cartes au niveau du territoire français. Là où, dans des secteurs où on a très peu de contraintes, pourquoi ne pas prendre ces petites machines, les remettre en service, donc ce qu'on appelle le refurbish ou le reconditionnement. Donc, c'est très analogue avec ce que vous faites avec un smartphone. Vous avez un vieux smartphone, vous le reconditionnez et puis il est revendu. Et donc, du coup, pourquoi ne pas prendre ces petites machines dans des territoires qui ne sont pas contraints, où on pourrait en fait renouveler en augmentant de manière conséquente les dimensions d'un parc. Donc, peut-être des éoliennes qui font actuellement 125 mètres, à les remplacer par des 150, 180, voire 200 mètres. Et ces petites machines qui, elles, peuvent être reconditionnées et réopérées pendant 15-20 ans, à voir selon leurs conditions, les réinstaller dans des sites qui sont plus contraints pour permettre en fait à ces sites-là de continuer à vivre encore et à continuer à produire de l'énergie verte. Puisque même si un site est contraint, souvent les premiers parcs qui ont été installés, c'est évident, ont été installés sur les plus beaux sites. Donc du coup, ne pas faire perdurer ces sites, c'est perdre une ressource verte qui existe et qui est importante. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment un enjeu, y compris, comme on disait tout à l'heure, pour atteindre les objectifs. Marcouf, en préalable aussi, vous avez un autre micro si vous voulez. Vous me disiez, c'est vraiment un enjeu pour les turbiniers de s'investir d'investir ce sujet-là. Oui, tout à fait. Comme le disait Laurie, moi en tant que Vestas, je représente un turbinier qui s'est battu bec et ongle en France pour garder les petits diamètres, les plus petites turbines dans notre portefeuille de machines le plus longtemps possible pour répondre à la demande des développeurs français. Malheureusement, les plans de production sont faits de manière mondiale et on était peut-être le dernier pays qui demandait de la V90 et de la V100. C'est quoi la V90 ? La V90 et la V100, c'est des machines de diamètre 90 mètres et diamètre 100 mètres. On parle du diamètre du rotor. Donc par exemple, vous aurez un mât de 70 mètres de hauteur auquel vous ajoutez un rotor de 90 mètres, ça fait 70 plus 45, on est à 135 mètres pour reprendre la hauteur bout de pale dont parlait Laurie. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour essayer de répondre à cette demande d'éoliennes de petit diamètre, pour répondre à ce créneau où on a des contraintes de permis, où le repowering est contraint. On a une activité de reconditionnement qui se développe. Donc chez Vestas, on a 2 usines dédiées au reconditionnement déjà, une au Danemark et une en Italie. Et on a aussi des centres de maintenance qui se spécialisent en Espagne pour le reconditionnement total de pièces de la tour, de la nacelle et du rotor. Ces turbines sont assorties d'une étude de charge et de vent spécifique qui permet de s'engager sur des contrats de 20 et 25 ans. Et donc on va fournir des turbines reconditionnées, on va fournir aussi des contrats de maintenance de 20 et 25 ans qui sont une garantie machine au même titre que les contrats qu'on fournit pour les machines neuves. Pour ouvrir un petit peu sur le reconditionnement de manière générale, le reconditionnement, ça peut s'appliquer aussi à des composants spécifiques, par exemple à des gearbox, à des nacelles.
on n'est pas obligé de reconditionner toute une machine. Et c'est une activité qu'on développe. On a quelques indicateurs environnementaux et économiques. On estime qu'on réduit l'empreinte carbone de 45% en fournissant un composant reconditionné par rapport à un composant neuf. Donc, au titre de l'empreinte carbone, le développeur est gagnant bien sûr avec des composants reconditionnés. Il y a une économie financière. Le composant reconditionné, bien qu'il soit assorti d'un contrat de service aussi long qu'un composant neuf, va avoir un prix minoré. C'est donc l'exemple qu'un business model à l'échelle d'une pièce ou d'une turbine soutenable peut aussi être profitable pour le développeur. Et il y a aussi un autre enjeu, c'est un enjeu sur sur l'approvisionnement en matériaux. Donc une turbine, il y a beaucoup de matériaux, on l'a dit, il y a de l'acier en masse qu'on sait recycler, mais qu'on utilise en masse. Il y a aussi des matériaux critiques comme le nickel ou le cuivre. Et ces matériaux, c'est les matériaux de la transition énergétique. C'est les matériaux qui vont avoir une demande croissante et il va y avoir une pression au niveau de ces matériaux. Et un des leviers pour réduire la pression sur ces matériaux, c'est le reconditionnement et le recyclage, la réutilisation dans une même boucle des matériaux qui ont été intégrés une première fois. Oui, donc ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un enjeu uniquement écologique, c'est aussi un enjeu économique et de soutenabilité du modèle, quelque part, dans l'avenir. Tout à fait, on n'a pas le choix, il faut y aller et il y a moyen de se retrouver tous gagnants avec le reconditionnement. Alors venons-en maintenant, je vous disais en introduction qu'on savait recycler plus de 90% d'une éolienne. Donc j'ai posé la question, mais on en fait quoi? Et puis peut-être que pour la plupart d'entre vous c'est très très clair, mais moi j'ai posé la question, c'est quoi ces 90% et les différents éléments? Donc vous allez me corriger, si j'ai bien compris, on a les fondations en premier. Les fondations, c'est du béton. On peut le recycler sous forme de gravats qu'on peut réutiliser en voirie, etc. Les mâts, ils sont faits d'acier et, si j'ai bien compris, aussi de métaux précieux. Bon, les métaux, on n'a jamais eu trop de mal à le recycler en règle générale, donc ça a l'air assez facile. Il y a les génératrices, moi je pensais que c'était complexe, mais vous m'avez dit, en fait c'est essentiellement des bobines de cuivre, de l'acier, donc ça aussi on sait recycler globalement. Et puis il y a les pales. Ce qu'on voulait justement essayer. Alors pourquoi c'est aussi compliqué? Je veux bien vous interroger peut-être en premier, Quentin. Pourquoi c'est si compliqué de recycler ces pales et pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils trouvent rien de mieux à faire pour le prix. Parce que enfouir pour l'instant ça coûte pas cher. Ça va changer. Mais voilà. Et puis c'est après tout une manière de stocker sur le long terme ou plus ou moins long terme en attendant de trouver une solution. Donc on rappelle, ça s'est jamais passé en France? Ça se passe pas en France, non, c'est interdit. C'est pas interdit partout en Europe, mais en France, c'est complètement interdit. Voilà. Et donc, ce qui est compliqué avec les matériaux composites, c'est que c'est des matériaux faits à façon. Donc on assemble des fibres et de la résine pour en faire les formes qu'on veut, que ce soit des pales d'éoliennes, des bateaux, des avions, des skis, qu'importe. Mais donc, on fait ce matériau à façon et ensuite, généralement, on a une résine qui est une résine thermodurcissable qu'on ne va pas pouvoir refondre, qu'on ne va pas pouvoir réutiliser. Et c'est des matériaux qui sont aussi très durables. Là, les pales vont tenir des centaines d'années sans vraiment se dégrader. Et du coup, parce avant de rentrer dans la complexité des matériaux, vous me disiez, on en fait des choses. Oui, on peut en faire des choses. Donc il y a des idées de réutilisation des pales d'éoliennes. Donc des éléments d'architecture. On peut faire un pont. Donc on peut voir en bas là une petite passerelle faite avec 2 morceaux de pales assemblés. Et ce pont, il est donné pour une durée de vie de plus de 50 ans. Donc une pale qui a déjà duré 20 ans en tant qu'éolienne va passer après 50 ans à servir de pont. Et le matériau sera encore en très bonne forme. On peut faire des éléments d'architecture, du mobilier design. Mais bon, ça c'est plein de jolies solutions. Mais quand on pense au démantèlement des pales d'éoliennes, là on peut faire, on fait un pont avec 2 pales, donc même pas une seule éolienne, on a déjà un pont. Quand on a tout un champ d'éoliennes, où est-ce qu'on va mettre tous ces ponts? Oui, parce que vous nous aviez indiqué effectivement que les gisements
voilà, on a des gisements qui sont pour l'instant des composites en fin de vie qui sont relativement faibles pour l'instant parce qu'on arrive tout juste à la fin de vie des premières éoliennes qu'on a installées, mais ça va exploser. Et voilà, on compte environ 10 à 15 tonnes de matériaux composites par mégawatt sur une éolienne. Donc quand on veut atteindre les niveaux d'énergie qu'on veut, il y aura énormément de matériaux composites à faire. Et donc il y a des solutions à développer. Et donc il y a des solutions de recyclage qui ont été d'abord envisagées autour des composites à fibre de carbone, parce que économiquement c'était ce qui était le plus intéressant. Mais ces solutions vont être aussi envisageables sur la fibre de verre. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Alors, on a autour de la table quelqu'un qui a un morceau d'éolienne dans son bureau, je crois. Donc, à Francisco, vous nous dites effectivement, c'est bien un sujet d'actualité, les pales. Est-ce que vous voulez compléter peut-être le propos justement de Quentin? Je crois que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. Oui, totalement. En fait, nous, par rapport à l'expérience qu'on a sur ces premiers projets de démantèlement, repowering qu'on a effectué en France, on s'est rendu compte que la plus grosse partie de la machine n'a aucun problème à être recyclée avec énormément de facilité en local. Par contre, le sujet pâle, effectivement, c'est le sujet. C'est vraiment le sujet d'actualité. On se rend compte que les solutions, pour le moment, sont plutôt des solutions tampons face à un réel besoin qu'on va avoir d'ici 2-3 ans. Donc effectivement, oui, c'est beau d'avoir une table avec une pointe de pale ou une lampe avec des restes d'une pale recyclée, mais effectivement, c'est pas la solution définitive. Effectivement. Donc c'est le sujet sur lequel nous, évidemment, on partage énormément de points de vue, mais c'est vraiment sur lequel je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur ces prochaines années et sur lequel la filière, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais bon, on a encore un peu de temps, mais on dirait que le temps court vite et il faut qu'on trouve des solutions rapides par rapport à ce point-là. Oui. Et Marco, vous nous disiez, c'est un challenge, mais des solutions, il y en a. Alors, vous voulez peut-être les teaser un peu, même si on va les creuser ensuite. Le micro est éteint, je pense. Merci. Oui, en effet, l'objectif, c'est d'atteindre ces fameux 100% de recyclage. Sans se jeter des fleurs, il faut quand même se réjouir que la filière éolienne, qui est une filière assez jeune, soit à peu près à 90% de recyclage. Et pour arriver à ces 100%, on va s'attaquer au sujet du composite. On pourrait se dire, mais pourquoi vouloir faire du composite si c'est si difficile à recycler? Le composite, il a des vertus de légèreté, mais de résistance, de durabilité, de flexibilité. Il permet d'avoir des pales plus légères, d'avoir une pression moindre en termes de ressources et d'avoir une éolienne plus légère aussi, donc c'est-à-dire d'avoir un impact environnemental limité. Maintenant, il faut pouvoir les séparer. La fibre, elle est imbriquée dans la résine. On a d'autres matériaux dans la pale composite. Vestas travaille avec des universités depuis plusieurs années et développe des programmes spécifiques tant sur la partie résine que sur la partie fibre. Et on va en reparler un petit peu plus tard du coup. Moi, oui, c'est bon, ça marche. Et du coup, je me dis tout ça. En région, on a une spécificité, c'est qu'on a un secteur de l'aéronautique. Et Marianne, vous me disiez, ces sujets-là, quand même, de dire qu'est-ce qu'on fait de matériaux complexes, c'est pas un sujet nouveau dans ce secteur-là, notamment. Et vous dites, c'est peut-être une source d'inspiration. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est pas pour rien, en effet, que le composite est venu dans le secteur aéronautique il y a déjà très longtemps et qu'on a été poussé même à l'international côté aéronautique, je pense à certains concurrents. Donc en fait, il y a eu depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, il y a eu des travaux qui ont été réalisés pour déjà identifier comment arriver à séparer ces matériaux. Ensuite, comment, et même constat, c'est-à-dire que oui, des pièces, on peut vendre des pièces de décoration et autres. Donc ça a été un marché, même pas que pour le composite d'ailleurs.
Mais en fait, là où il y a eu, on va dire dans les 5 dernières années, de grosses avancées, c'est de cette fois-ci réfléchir à ce qu'on appelle le design to cost. Alors je vais le traduire, mais bon, c'est assez simple, je pense, de comprendre, mais c'est dès la conception des structures, c'est déjà de réfléchir à quel type de matériaux composites on utilise, parce que je pense que mes voisins vont aller dans ce sens-là aussi. C'est suivant le type d'assemblage résine-fibre, on va avoir plus ou moins facile à les dissocier par la suite. Mais même au-delà de ça, c'est de penser aussi du coup à réutiliser les matériaux qui ont été dégradés sur des pièces secondaires des éoliennes. Parce qu'il y a d'autres parties, il n'y a pas que les pales qui pourraient être, je vais dire, conçues avec des matériaux composites. Et pourquoi pas dans la filière éolien, faire comme c'est fait dans d'autres secteurs. Hein. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir qu'au niveau international, même les compagnies aériennes cherchent justement à réutiliser des matériaux qu'elles n'arrivent pas à revendre ou qu'on n'arrive pas à recycler et de les utiliser sur des pièces secondaires. Donc voilà. Et donc, je pense que côté éolien, côté énergie renouvelable, il y a vraiment de quoi faire. Alors avant de passer à la séquence suivante, peut-être que je vous invite vraiment s'il y a peut-être des questions. Vous avez un micro qui vous arrive. Ou peut-être des enjeux qui vous semblent ne pas avoir été abordés encore. Si vous voulez bien... Ah, c'est trop court. S'il y a aussi des enjeux qu'on n'a pas forcément abordés selon vous, que vous aimeriez qu'on creuse, évidemment, on peut prendre quelques minutes. Et je vous inviterai à au moins donner votre prénom. Et puis, si vous souhaitez présenter, à quel titre vous parlez. Bonjour, Laurent Chameroy. La question que je me posais était en lien avec le repowering des parcs d'éoliennes de petite dimension à partir d'éoliennes reconditionnées. Et ma question porte sur la possibilité de reconditionner ou pas les pales de ces petites éoliennes. Et est-ce qu'on ne va pas dans cette stratégie à un moment se confronter à une pénurie de pales de petite dimension? Ah, alors qui serait le mieux placé pour répondre? Est-ce que c'est Marcouf? Est-ce que c'est Laurie? Est-ce que c'est... Disons que moi je peux peut-être oui allez-y. Je peux peut-être déjà proposer le fait qu'il existe maintenant des solutions qui permettraient d'identifier l'état de santé des pales quand elles sont démantelées, voir dans quel état elles sont, puisque les inspections visuelles, même par caméra, ne permettent pas de détecter des défauts en profondeur, mais il faut savoir que maintenant, il en existe des solutions. Et d'autre part, donc d'installer dans ces pales, donc de seconde main, on va dire, des moyens qui permettront de suivre l'état de santé et son comportement mécanique dans le temps. Mais j'entends aussi ce que dit monsieur, c'est que si elles sont plus produites, ces pales, c'est qu'il y a un stock limité, quelque part, de petites machines. Est-ce que c'est un sujet, effectivement ? Je pense que c'est une vraie considération à avoir et qu'il faut avoir un œil sur le stock existant. Il faut avoir un œil prospectif quand on démantèle un parc sur les possibilités, pas se précipiter et favoriser toujours l'extension de la durée de vie en premier lieu, donc la réutilisation en tant que telle, le reconditionnement, donc la réparation, avant de penser à du recyclage. Nous, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, cette année, on a installé une éolienne reconditionnée dans un parc en Bretagne. Et elle a un petit peu voyagé, elle a été reconditionnée au Danemark. Et les pièces provenaient d'Allemagne. Elle avait eu une première vie en Allemagne. Donc on est peut-être le marché le plus contraint. Donc on va être un aspirateur pour des produits sur étagère qui ont déjà eu une première vie, qui viendront d'Italie, qui viendront d'Espagne, qui viendront peut-être d'Allemagne. Donc il y a des volumes existants qui sont quand même conséquents pour répondre à cette demande spécifique du marché français. Ok, mais c'est intéressant de se dire que peut-être par rapport à l'image qu'on a vue, des pales à foison laissées comme ça enfouies, peut-être que celles-là, des petites machines, elles vont devenir une ressource précieuse quelque part. Est-ce que déjà ça a répondu à votre question ? Partiellement. Partiellement. Puisque le point sur lequel j'ai pas entendu d'éléments, c'est la capacité de reconditionner les pales. La capacité, ouais. Parce que bon,
pour recontextualiser ma question, ce qu'on constate régulièrement, c'est que il y a un chargement en fatigue sur les différents composants des éoliennes, et les éléments qui arrivent le plus tôt à leur durée de vie maximale, ce sont les pales. Donc la thématique de la capacité à les reconditionner pour leur redonner de la durée de vie, c'est le point sur lequel j'aimerais avoir des compléments de réponse. Et effectivement, on creusera un peu la question de la maintenance et de la prédictive tout à l'heure. C'est ce que vous disiez à l'instant, hein, Marie-Anne, peut-être vous voulez préciser pour la question de Laura. Je pense que ça va même au-delà de ça, la question. C'est dans l'action finalement de designers, c'est-à-dire des concepteurs de ces pales, de venir cette fois-ci avec des solutions où on modifie le design pour le rendre à nouveau résistant comme prévu sur une pale neuve. C'est un peu ça. Donc c'est au-delà de la maintenance, je pense. Ouais. Laurie, le repowering, c'est votre sujet. Est-ce que c'est un sujet justement que vous avez, vous ? Alors moi j'aurais un élément, pas de réponse au contraire, mais c'est que en fait le reconditionnement c'est encore plus récent que le repowering, puisqu'en fait jusqu'à il y a très peu de temps on pensait que techniquement le reconditionnement c'est une réalité, mais il n'était pas forcément très investigué par les développeurs de notre côté, puisqu'en fait le cadre réglementaire ne l'encourageait pas du tout. Pour rappel, je pense la quasi-totalité des parcs éoliens en opération, on sécurise un tarif de rachat via un complément de rémunération ou AO creux maintenant, donc creux de Commission de régulation de l'énergie. Et jusqu'il y a tout juste 12-18 mois, les cahiers des charges ne permettaient pas en fait de mettre en place, d'installer des éoliennes reconditionnées. Donc en fait la question ne se posait pas vraiment côté développeur, parce qu'en fait on favorisait forcément des éoliennes neuves. Et donc en fait le reconditionnement est vraiment devenu une réalité que je dirais depuis ce temps-là. Et donc c'est là qu'on commence à le creuser entre la disparition en effet des petites éoliennes qui ont été annoncées début et mi-2023 par les constructeurs historiques, et en parallèle la proposition de la CRE de maintenant installer des éoliennes reconditionnées. C'est à ce moment-là en fait que nous côté développeurs on a commencé à s'intéresser là-dessus, et c'est à ce moment-là que les constructeurs aussi ont commencé à se mobiliser. Et je laisserai mon collègue de Vestas compléter, mais c'est quand même une activité qui est très récente chez vous et chez vos homologues, et qui est en pleine construction, mais en fait ça fait juste depuis 2022-2023, donc en fait il y a encore plein de questions je pense à te poser, et plein de réponses à trouver à toutes ces questions, et je pense que malheureusement aucun de nous autour de la table, et je pense pas beaucoup de monde n'a toutes les réponses auxquelles on se pose. Et pour répondre spécifiquement sur les pales, au même titre que sur les autres composants, ça va être du cas par cas, mais grâce à des éléments de mesure, nos propres études de vent et de charge, à des solutions comme celle de Madame de Smet, on va traiter ces pales qui ont une première vie, que ce soit 15, 20, 25 ans, pour les réparer dans la mesure du possible et les réutiliser. Donc c'est vraiment un composant qu'on adresse au même titre que les autres. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une autre question. Sébastien, est-ce que vous voulez compléter je voulais juste compléter sur la partie réparabilité. Finalement, les pales d'éoliennes aujourd'hui, ça se répare très bien. Ça reste du composite. Alors évidemment, ça va dépendre du dégât, hein, mais aujourd'hui, ça se répare très bien. Je pense que Francisco, tu pourras compléter sur ton activité de réparation. Et puis, dans le cas où la réparation n'est pas possible, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut encore arriver à trouver les moules initiaux qui ont permis de réaliser ces pales. Donc il y a aussi cette piste à approfondir. Et voilà. Donc pour moi, ça restera pas un problème de pouvoir retrouver des pales de petits gabarits. C'était une vraie bonne question parce que tout le monde répond. Francisco ? Oui, effectivement. Nous, on a dans notre scope de service, en fait, on a vraiment séparé le département pâle du reste de l'activité, service éolien, et c'est vraiment un métier à part, en fait. Je le prendrai tout à l'heure. Donc c'est vraiment un métier à part, et on s'est rendu compte que sur les démantèlements, effectivement, les pales qu'on a réussi à revendre, ça a été sûrement le composant le plus facile à reconditionner et à remettre sur le marché. C'est des fois même des réparations qui peuvent être effectuées sur place au moment du démantèlement. Donc évidemment c'est au cas par cas, ça dépend effectivement de la fatigue du parc, de l'âge du parc, du modèle de pale. Il y a eu des modèles de pales qui ont eu de très très mauvaises séries, donc sur lesquels ça ne vaut même pas la peine de se positionner sur des garanties pour les réinstaller derrière, mais il y a des modèles qui ont été
très 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 solides et qui continuent à tourner sur d'autres sites avec un reconditionnement assez simple. Donc en même temps, j'ai compris que la question était sur les pales qui sont celles qui vont souffrir le plus et qui vont arriver plus vite à la fin de vie. Par contre, moi je le vois à l'envers. Je considère que justement les pales sont les composants les plus faciles en fait à maintenir et à reconditionner pour les remettre facilement en réemploi. Après, sur la possibilité qu'il n'y en ait plus en stock pour ces projets de repowering avec des machines de seconde main, je pense qu'il y aura un tel volume qu'on pourra même choisir d'avoir un stock sur les meilleures pales de petite taille à stocker pour remettre à disposition. Donc j'en vois vraiment une solution assez facile et le sujet pale. Par contre, autant sur le recyclage, c'est un sujet vraiment délicat, autant sur le réemploi, il est très très facile. C'est un peu ce que nous, on voit en interne avec notre département de pales et l'expérience qu'on a sur les derniers démantèlements. Et alors, je crois que Quentin veut aussi répondre et après, on arrive. Ouais, c'était juste pour dire que le composite se répare très facilement. Ah. Et on peut vraiment enlever des morceaux, recoller. Voilà, ça se fait énormément dans le nautisme, dans le monde de la voile. Ils cassent, ils réparent, ils cassent, ils réparent. Okay. Et c'est des bateaux qui peuvent refaire un tour du monde après avoir été quand même très endommagés. Le matériau composite, au niveau du vieillissement, les sollicitations en vieillissement, ça vieillit très bien. Par contre, c'est vrai que les pales sont sujettes à beaucoup d'érosion parce qu'elles tournent vite, le bout de pale va très vite et est sujet à l'érosion de petites poussières, d'impact de grêle. Donc il y a de la maintenance, il y a de la réparation à faire, mais c'est facile. Voilà. Après, il y a une question de recertifier ces réparations, essayer de normaliser un petit peu la façon de réparer, parce que pour l'instant, c'est très artisanal. Mais c'est pas une problématique technique, c'est plus une problématique de savoir comment on fait et comment on va certifier ces pales réparées. Merci Quentin. Alors on va prendre l'autre question. On essaiera de répondre de manière plus synthétique. Bonjour, Nicolas Vrécourt de la société Envinergie. Je vais de nouveau faire travailler Marcouf. Dans un contexte où le prix des machines neuves a quand même fortement monté, on voit de l'intérêt pour les machines reconditionnées. Je voulais savoir en termes de garantie, au-delà de la durée de vie que vous avez mentionnée de 20 ou 25 ans, s'il y avait aussi des garanties de courbe de puissance, acoustique ou sur la garantie de disponibilité dans le cadre de la maintenance qui était équivalente aux machines neuves que vous proposez chez Vestas. Je rappelle que je ne prête pas mon micro. Ok. Alors, merci Nicolas pour la question. Donc, on va s'engager, on va offrir des contrats de maintenance qu'on dit full scope, c'est-à-dire avec une garantie de disponibilité de 20 à 25 ans sur les machines de seconde main, les machines reconditionnées. Donc, il y a un engagement à ce titre. On n'en est pas au stade de la certification IEC. Il y a des groupes de travail pour faire avancer les choses dans ce sens-là. Mais on va fournir les machines avec une garantie turbine de 2 ans dans le cadre du contrat de fourniture et de 20 à 25 ans dans le cadre du contrat de maintenance. Voilà. Ça répond à votre question ? Parfait. Alors je vous propose d'enclencher sur la deuxième séquence. On va creuser un peu les complexités qui se posent. Et avant de parler des pales, on a bien compris que c'était la question et l'enjeu. Alexandra, on vous a peu entendu. J'avais quand même envie de vous interroger, puisque, ok, on a compris que le béton, c'est le sujet principalement sur lequel vous travaillez. On sait le recycler. Mais est-ce que c'est si simple ? Est-ce qu'il y a quand même des sujets, des enjeux sur lesquels vous avez envie d'alerter sur ces complexités techniques, on va dire ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, le matériau béton, on sait le recycler. Alors il y a une complexité particulière quand même vis-à-vis, par exemple, des éléments de structure des éoliennes, c'est que les volumes seront très importants. On a aussi des structures qui sont extrêmement ferraillées. La séparation du béton et de l'acier, c'est également un enjeu. Et il y a de manière générale, donc l'important évidemment après c'est de trouver dans la filière du BTP donc les chantiers qui permettront en fait d'absorber ces déchets, on va dire, même si après ça devient des composants des ouvrages. Alors typiquement sur le béton armé, on peut intégrer des granulats recyclés issus de la déconstruction, par exemple, des ouvrages en béton. Néanmoins, on a des très fortes contraintes réglementaires vis-à-vis de la formulation des bétons en général pour les futurs ouvrages.
Et également, se pose la question de la durabilité des matériaux nouvellement formulés à base de ces granulats recyclés, par exemple, qui pourront, alors dans le cas particulier des bétons qui seront présents, qui seront récupérés par exemple des flotteurs, d'éoliennes, typiquement, seront des bétons qui seront contaminés par les chlorures, contaminés par les éléments agressifs qui seront dans ces bétons et qui seront du coup des freins pour, en tout cas, une problématique sérieuse pour la durabilité des futurs bétons vis-à-vis de la problématique de la corrosion des armatures. Et de manière plus générale, évidemment, quand on veut réutiliser du béton, il faut des centres, et quand on veut en fait recycler, il faut des centres de recyclage des bétons, de stockage, etc. Et ça pose évidemment la problématique de l'ouverture de ces centres de recyclage qui doivent être acceptés aussi par le voisinage. Ça, c'est une problématique générale des centres de recyclage, la problématique de l'acceptabilité. Et ensuite, toute la filière pour absorber ces déchets. Voilà. Donc, une organisation aussi du secteur du BTP vis-à-vis de ces futures quantités importantes de béton à absorber. Et oui, on retrouve vraiment les sujets qu'on a sur tous les sujets d'économie circulaire. Le process n'est pas si simple que ça en tant que tel, mais en plus la question de déboucher ensuite et de qu'est-ce qu'on peut en faire. Et surtout que là, on a des volumes qui vont être assez impressionnants, quoi. Et si on vient, alors maintenant on arrive un peu plus, racontez-nous Quentin, ces matériaux. On est d'accord que là, on est sur un bout de pale. Oui, là c'est un micro bout de pale. Là c'est une vue très rapprochée d'un composite où donc on a des fibres en jaune et puis de la matrice, donc une résine qui va être bleue et puis après une petite peinture blanche par-dessus. Donc concrètement, moi je trouve bêta, c'est le truc jaune, c'est la fameuse fibre de verre. Oui. Qui est très facile et pas cher, etc. Mais qui n'est pas si simple à recycler. Mais oui, la fibre de verre, dans les composites, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est très facile à produire, ça coûte pas cher aussi bien au niveau financier qu'au niveau énergétique. Et donc, ça pose un problème pour le recyclage, parce que recycler, donc séparer la fibre de la matrice, ça demande de l'énergie aussi, qui est quasiment équivalent à l'énergie qu'il faut pour produire de la fibre de verre vierge. Et donc, recycler de la fibre de verre, donc avoir des fibres qui vont être discontinues, qui vont avoir perdu un tout petit peu quand même de propriétés mécaniques, au même coût que de produire de la fibre vierge, c'est très compliqué. C'est pour ça que les entreprises qui sont lancées dans le recyclage du composite vont vers le carbone, parce que le carbone, là, il y a vraiment un intérêt économique. La fibre de carbone, c'est énormément d'énergie pour la produire, et la même énergie pour recycler la fibre de carbone que la fibre de verre. Et donc, il y a un intérêt. Et donc, c'est pour ça que l'industrialisation se fait d'abord autour de la fibre de carbone. Et voilà. Mais c'est un problème, parce qu'elle est très stable dans le temps, donc elle ne va pas bouger. Et il faut savoir quoi en faire. Donc après, avec le coût de l'enfouissement, avec la prise en charge du coût des déchets, il peut y avoir une façon de valoriser cette fibre de verre. Et au niveau technique, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, si on était sur un composite fibre de verre simple comme ça, on peut... le principal voie de valorisation pour l'instant, ce qu'on appelle du recyclage, que moi j'appelle pas trop recyclage, mais c'est la cogénération en cimenterie. Donc on va brûler la résine et récupérer les composés minéraux pour rentrer dans la composition du ciment. Je ne sais pas si c'est maintenant que vous voulez cette image, parce que vous savez, je suis le Schtroumpf bêta, je le rappelle, donc. Mais ça explique un peu plus où ça se situe, justement, ces fibres de verre. Là, la fibre de verre, c'est le composite fibre de verre, ça va être tout ce qui est blanc dans cette image. Donc voilà, en pied de pale, les peaux de pale. Et par contre, ce qui rend encore un petit peu plus complexe, c'est que dans l'image précédente, on voyait de la fibre, de la résine, mais dans notre pale d'éolienne, on va avoir des endroits où on va faire une structure sandwich, donc mettre une lame en balsa ou en mousse pour augmenter un petit peu l'épaisseur, augmenter la tenue en flexion.
Voilà, on va pouvoir aussi avoir des longerons, donc du stratifié monolithique, donc purement fibre et résine. Mais souvent, surtout quand on parle des plus grandes éoliennes, ces longerons vont être en fibre de carbone. Donc à nouveau, on mélange de plus en plus d'éléments. Et plus on a d'éléments mélangés et très intimement liés, plus ça va être compliqué de les recycler et ensuite de les valoriser. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir des gros volumes, ça va peut-être créer une opportunité pour trouver des solutions viables économiquement. Oui. L'avantage d'avoir des gros volumes, comme je disais tout à l'heure, sur une éolienne de 2 MW, qui est à peu près une éolienne type moyenne d'après l'ADEME, on va avoir entre 20 et 30 tonnes de composite donc, sur une éolienne. Donc on se retrouve avec des volumes qui deviennent intéressants. Et si on veut aller vers le recyclage, on a développé des systèmes de pyrolyse ou de vapothermolyse qui pourraient tenir dans un conteneur de 40 pieds environ. Et donc on peut emmener le conteneur au pied du parc éolien, retirer les pales, les couper en plus petits morceaux et ensuite faire une pyrolyse, une vapothermolyse, une solvolyse pour séparer la fibre de la résine et récupérer les fibres, essayer de les revaloriser. Bon, la fibre de verre, c'est toujours un peu compliqué. Et puis la résine, on arrive pour l'instant à en faire des huiles de pyrolyse qui peuvent être ensuite vecteurs d'énergie. On peut les brûler et recréer un petit peu d'énergie. Et alors, à ça s'ajoute la complexité, Marcouf, que vous évoquiez. Encore faut-il savoir exactement ce qu'il y a dans une pale. On ne le sait pas toujours. Oui, tout à fait. Les pales de première génération, celles qui arrivent à échéance, elles ont été installées il y a 20-25 ans, conçues il y a 30 ans. La logique déjà de garder l'information et la logique d'éco-conception n'étaient pas forcément pensées à ce moment-là. Or, en fonction des solutions de recyclage, il y a certains exutoires, en fonction des technologies de pales, il y a des solutions qui ne pourront pas être possibles. Par exemple, s'il y a du PVC dans la pale, elle ne pourra pas aller en cimenterie parce qu'il y a du chlore et ça va, avec les fumées, ça va juste bloquer la cimenterie. Il y a un enjeu pour les turbiniers donc, de partager cette information sur la composition des pales pour faciliter les opérations de démantèlement et de recyclage. Vestas, dans ce sens, a un programme avec deux autres gros turbiniers qui sont Siemens Gamesa et GE par sa filiale de pale LM, qui s'appelle Decomblades. Et ce programme, déjà, il se concentre sur des technologies de recyclage pour les rendre matures et les rendre viables économiquement. Donc Quentin a parlé de certaines solutions comme la pyrolyse. Dans le cadre de Decomblades, on va s'intéresser déjà à la partie broyage mécanique, aux phases un petit peu amont. Et on va s'intéresser à du coprocessing, ce qui a été évoqué, c'est-à-dire utiliser la partie résine pour la brûler pour la combustion à la place des hydrocarbures qui sont utilisés en cimenterie, et utiliser la partie fibre qui est dans le résultat de la combustion en substitut à du sable, à du calcaire et à de l'alumine. Donc on va être gagnant en termes de substitution sur la partie combustion et sur la partie matériaux. Ça, c'est des solutions qu'on met en place avec plusieurs turbiniers, et on met aussi des solutions en place comme des fiches d'identification des premières pales pour que les démanteleurs, même si ce n'est pas nous, puissent connaître la composition, puissent savoir en face de cette pale, j'ai un cahier des charges, je vais pouvoir utiliser telle ou telle solution de recyclage. Et on va même avoir un petit mode d'emploi, il va falloir faire des sections à tel endroit pour pouvoir récupérer le longeron, par exemple le longeron de carbone sur quand on traitera les pales en carbone sur cette partie-là, pour récupérer la partie plastique sur cette partie-là. Et le but, c'est quand même, nous, en tant que turbiniers, d'essayer de faciliter la tâche à ceux qui s'occupent du recyclage. Et juste pour terminer, c'est essentiel d'avoir une planification claire dans le démantèlement de la part des développeurs pour commencer le plus tôt possible à avoir une idée de ce qu'on va récupérer, pour trouver des solutions de recyclage et pour mettre des budgets en face de ça.
On n'en est pas au stade de la poule aux œufs d'or, on est plutôt le caillou dans la chaussure quand on parle du démantèlement des pales, mais avec une planification et une vision préparée, le développeur pourra mieux traiter ce sujet-là. Je vois qu'on a une question, une main qui s'est levée là-bas. Man. Bonjour, je suis Arnaud Préauto de Total Energy. Je travaille sur des projets de parcs éoliens et de temps en temps on est questionné en enquête publique sur la composition justement en balsa des éoliennes. Est-ce qu'on peut se passer de balsa? Est-ce que, comme le disent les opposants, les balsas est d'origine tropicale et donc contribuerait à la déforestation? Est-ce que c'est recyclable? Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir quelques éléments de réponse sur l'utilisation du balsa dans les pales d'éoliennes. Merci. C'est peut-être Quentin qui est bien placé pour répondre? Oui, je t'en prie. Et... On vous entend, ça déconne un peu des fois le casque. D'accord. Donc le balsa peut être remplacé par d'autres matériaux. Voilà. L'idée c'est d'avoir un matériau léger et pour augmenter l'épaisseur du composite. Donc on peut y mettre de la mousse, mais bon. Peut-être pas de la mousse PVC si on veut pouvoir ensuite l'utiliser en cimenterie. Il y a d'autres bois, mais le balsa a quand même cet avantage d'être très léger, très faible densité. On pourrait utiliser aussi des nids d'abeilles, ce qu'on fait beaucoup dans l'aéronautique, donc des nids d'abeilles en papier de Kevlar avec un petit peu de résine. Après, ça demanderait de changer le procédé parce que les pales d'éoliennes sont généralement faites en infusion, donc où on injecte une résine liquide. Donc il faut quelque chose et où la résine ne va pas rentrer dans cette âme, donc que ce soit en mousse ou en balsa. Mais il y a tout un choix de matériaux et on est assez libre dans les composites. On peut vraiment mélanger plein de matériaux différents. On peut utiliser des fibres de verre, des fibres de carbone, des fibres naturelles et des âmes de plein de sortes différentes. Et il y a de plus en plus de recherches pour aussi changer d'âme, changer de matériaux. Oui, donc c'est pas forcément une question technique, mais peut-être une question économique, d'industrie. Oui, Marcouf, peut-être une réponse à apporter. Vous m'entendez? Ouais. En complément, oui, il y a une vision sur la gestion raisonnée du balsa et sur les alternatives à proposer en complément, donc pour réduire la part, ou en alternative pour supprimer la part de balsa. On utilise des mousses plastiques autres que PVC comme des mousses PET qui ont la propriété ici d'être recyclables facilement. Okay. Et aussi l'apparition de la fibre de carbone depuis les années 2010 a permis de substituer en partie ou totalement le balsa. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que, autour de la table, quelqu'un d'autre voudrait compléter les réponses ou c'est bon? Ça répond à votre question? Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, pas pour l'instant je crois. Alors, ça nous appelle, vous évoquiez tout à l'heure voilà, tous les enjeux aussi sur les opérations de démantèlement en tant que telles qui sont complexes, qui amènent des points de vigilance. Est-ce qu'on peut peut-être, vous me disiez d'ailleurs, voilà, il faut aussi se dire qu'il y a recyclage et recyclage, qu'il faut peut-être éviter de faire du downcycling pour... j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent du greenwashing dans le recyclage, quoi, du mauvais recyclage, et qu'il faut garder les mêmes niveaux de noblesse quelque part des matériaux. C'est ça l'objectif in fine. Est-ce que on en est où aujourd'hui? Alors je sais pas, peut-être Francisco aussi sur comment c'est géré aujourd'hui tout ça. C'est quoi les marges de manœuvre, les marges de progrès encore sur ça? Effectivement, sur évidemment, le premier en fait pas à suivre sur un démantèlement, c'est mettre la machine au sol. Donc c'est là où nous on opère de façon complètement autonome et c'est là où on a notre principale expérience. Mais une fois que la machine est au sol, vient la partie en fait de justement préparer ces éléments pour être recyclés ou envoyés pour réemploi. Donc c'est à partir de là où il y a une analyse qui doit être faite pour, dans un premier temps, minimiser le bilan carbone, minimiser effectivement tous ces déplacements de convois exceptionnels avec des dimensions. Évidemment, on parle de projets qu'on a démantelés, nous, de petites machines
de 45 mètres, mais là aujourd'hui on démantèle des machines de 80 mètres, 90 mètres de hauteur, je parle de nacelle hauteur. Donc effectivement on parle sur des convois exceptionnels qu'il faut minimiser, rien que pour le bilan carbone, rien que pour être en accord avec je pense, on est justement dans une activité qui est vraiment liée à ça. Donc, il y a cette première partie qui est vraiment de découper, de faire cette gestion sur le propre site, comme l'avançaient un peu mes collègues. Emmener par exemple des systèmes de broyage sur place, de découpe, pour justement optimiser les transports et envoyer, que ce soit les pales, envoyer, je sais pas, 3, 4, 5, 6 pales sur un seul transport pour minimiser justement ces déplacements et ces transports. Et pareil pour les fûts ou autres composants. Donc c'est vraiment une des parties qui doit être vraiment tenue en compte en amont justement de cette phase recyclage, réemploi, et sur laquelle nous on marque vraiment une importance pour vraiment que le bilan carbone du projet soit le plus propre possible. Et alors, il y a un autre sujet quand même qu'il faut qu'on aborde, c'est la question des sous. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction, Bertrand Badel. Pendant nos échanges préalables, vous avez parlé aussi de réels freins du côté des financeurs ou des financements, mais aussi des assureurs. C'est quoi les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui? Est-ce que la logique de circularité, quelque part, elle est un peu intégrée ou pas du tout? Peut-être Sébastien, c'est vous qui nous en aviez parlé notamment. Qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui comme problématique sur cette question de l'assurabilité? Je le rappelle, moi je connais mieux le réemploi dans le bâtiment, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on est empêché par certains dispositifs et par certaines craintes peut-être du point de vue du financement? Alors, il est clair qu'aujourd'hui la réglementation s'est quand même assouplie dans le sens où on peut, avec les machines de seconde main, concourir aux appels d'offres de la Creux, donc ça c'est parfait. Maintenant dans cette réglementation, à mon sens, elle est pas assez clair, puisque on parle de garantie, notion de garantie, notion de certificat. Nous aujourd'hui, ce qu'on sait faire effectivement, à partir du moment où la machine a bien été démantelée proprement, on sait réparer, reconditionner les éléments principaux, on sait leur apporter une garantie de 2 ans, c'est pas un problème. Maintenant, on ne sait pas garantir la machine complète et on ne sait encore moins la certifier. Donc là, c'est un frein, et évidemment, pour les assurances, pour les financeurs de ces projets futurs de seconde main, ça fait peur. Ça fait peur. Donc il faut absolument, à un moment donné, qu'on se pose des questions et peut-être normer un peu cette activité et ces machines de seconde main. Donc, je suis rassuré, il y a quand même Vestas qui se penche sur le sujet, donc ça c'est bien, je l'apprends aujourd'hui, donc merci. Mais voilà, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, clairement. Bertrand, est-ce que ça bouge? Vous qui avez un rôle avec France Renouvelable comme de lobbying, de suivi de ce qui se passe au niveau des normes, et donc du coup derrière des questions d'assurance, les financements qui vont avec, est-ce que ça bouge aujourd'hui? Est-ce qu'on a une lueur d'espoir? Oui, il y a toujours une lueur d'espoir. Donc en fait, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le contexte global, il y a une lame de fond générale en fait, qui est quand même très très favorable à l'économie circulaire, au réemploi. Et donc toute la filière éolienne vit ça. Et en l'espace de 20-25 ans, on a traversé de nombreuses évolutions réglementaires. C'est de plus en plus de contraintes pour le développement de l'éolien, mais aussi des réalisations un petit peu, puisque du coup, au démarrage, il y avait un indice qui était le prix. Et donc, on a parlé des appels d'offres. Le seul critère, le seul indicateur qui était intéressant, c'était le coût du kilowattheure produit. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer cette vision-là? Donc, à partir du moment où on commence à toucher cet indicateur-là, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression quand même que le gouvernement et le législateur a envie de la réindustrialisation, du Made in France. C'est quand même des sujets dont on entend un petit peu parler en ce moment. Donc la crise passe par là, donc c'est vrai que ça complexifie un peu les choses parce que tout est plus cher, les taux de crédit remontent, etc. Mais il y a plus de souplesse, on a l'impression, dans les débats parlementaires, dans les textes de loi qu'on a. Donc effectivement, Laurie le disait,
c'est tout récent de pouvoir, ne serait-ce que venir avec un projet avec des machines reconditionnées et de demander un tarif d'achat à EDF, obligation d'achat, c'est à moins de 2 ans, c'est incroyable quand on y pense. Donc ça c'est un vrai progrès et je dirais que c'est vraiment, ça va dans le bon sens et ça pousse aussi avec l'expérience prise par la filière, l'ensemble des turbiniers à se poser de plus en plus les questions qui sont le réemploi des sites avec des contraintes qui existent. Laurie l'a dit tout à l'heure, armée, aviation civile, radar, biodiversité, voilà, ça ne manque pas. Donc il y a des sites qui sont contraints et où les machines de seconde main vont être les bonnes machines. Et donc là, il faut être absolument au rendez-vous. Et je pense qu'effectivement, les principaux turbiniers européens le saisissent, mais il y a encore une histoire de prix et de volume, puisqu'aujourd'hui, les machines dont on parle développent des puissances extrêmement faibles. On parle de machines de 800 kg, 1 méga, 1 méga 5. Aujourd'hui, quand vous faites un repowering aussi, c'était dit tout à l'heure, on est sur des machines qui dépassent les 200 mètres hauteur totale, avec des puissances développées de 3 mégas, 4 mégas, 5 mégas. Donc il y a toute une réflexion autour de ça et on a un peu l'impression que c'est un marché parallèle en fait qui se développe, plus que vraiment un vrai marché avec un volume qui est en prévision, etc. Donc je dirais que oui, il y a évidemment de l'espoir, mais c'est vraiment... Faut pas arrêter de pousser, quoi. Exactement. Et cette question d'être un peu bloqué par le normatif, là on l'évoque sur les machines en tant que telles, mais Alexandra, vous disiez que c'était aussi des possibles verrous sur le béton. Là, vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure. Oui, en fait, c'est probablement le verrou le plus important vis-à-vis de l'innovation, vis-à-vis du recyclage. Donc le secteur du BTP est un secteur très contraint d'un point de vue normatif et la formulation des bétons qui engage évidemment la sécurité des ouvrages qui entrent dans la formulation des ouvrages. C'est une préoccupation majeure. Alors, ça pose un double problème. Ça pose évidemment le problème de la réutilisation de ces matériaux pour les futurs ouvrages. C'est un verrou parce que comme la normalisation progresse très très lentement, en fait, quand on s'intéresse à ces sujets pour essayer de démontrer par exemple la viabilité de l'utilisation par exemple de béton qui vont intégrer par exemple des granulats recyclés, on va être tellement limité en se disant est-ce qu'on a vraiment une perspective que les résultats qu'on va obtenir puissent un jour en fait être mis en pratique, qu'on va se focaliser peut-être plus facilement sur des solutions qui en fait n'intègrent pas ces matériaux recyclés pour prouver leur durabilité parce qu'on est tellement contraint d'un point de vue normatif qu'on va peut-être investiguer des solutions un petit peu plus faciles d'application. Et ça, c'est un vrai problème. Tout à fait. Alors il nous reste 35 minutes je crois pour parler de demain. Alors on en a déjà quand même beaucoup parlé, on l'a beaucoup teasé déjà, demain les pistes qui existent déjà. Alors comme on le disait, c'est quand même important déjà d'optimiser la durée de vie des éoliennes en faisant de la maintenance et de la réparation. On va le creuser peut-être, je vous propose de prendre la parole Marianne, parce qu'on vous a un peu entendu. Il y a vraiment des choses qui bougent et qui avancent vite sur ce sujet et peut-être des perspectives pour l'avenir. Enfin, quel est votre vœu peut-être d'investigation particulière pour l'avenir sur ces sujets-là ? Oui, en fait, en effet, il y a des pistes qui ont été déjà ouvertes il y a quelques années, mais qui d'ailleurs fortement soutenues par la région Occitanie, qui a beaucoup tiré aussi pour pouvoir venir avec des solutions innovantes dans le domaine de la maintenance. Et donc le terme maintenance prédictive est une piste non négligeable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont entendu parler dans certains cas d'enregistrement, de monitoring de données venant de capteurs ou de différentes sources de data. Mais en réalité, ça c'est pour faire un diagnostic à un moment donné. Bon, ça a ouvert la piste à ce qu'on appelle la maintenance conditionnée, c'est-à-dire
là, sous condition qu'on atteigne un certain niveau de détection d'endommagement, à ce moment-là, une maintenance est planifiée. Mais la maintenance prédictive va bien plus loin, c'est-à-dire d'aller chercher les endommagements au plus tôt, de manière non pas à chercher à trouver le plus petit et être toujours plus performant dans la détection, non, c'est quand même surtout de pouvoir aborder déjà une possibilité d'une planification de la maintenance à peu long terme, de pouvoir dire, bon, ben, finalement, il faudra dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans intervenir. Et la notion de prédictive, c'est parce qu'on fait une analyse où on compare avec des prédictions, par exemple numériques, lors de design de structure ou de nouvelles conceptions. Il y a toujours des essais structuraux et si on prend le cas des pales, c'est un très bon exemple. Et donc grâce à cette comparaison entre la détection d'endommagement avec les prédictions de vieillissement des structures, on est en mesure de faire du prédictif, donc faire de la prédiction. Donc du coup, d'un point de vue maintenant, j'en reviens à ce que je venais d'évoquer avec des endommagements qui seraient détectés très tôt. Il y a un gros avantage aussi. Si je prends la corrosion dans les bétons, si je prends l'infiltration de liquide dans les pales, c'est que ça va pouvoir nous permettre de mettre en place une réparation beaucoup moins invasive, beaucoup moins coûteuse, qui prend moins de temps, qui immobilise beaucoup moins longtemps aussi les structures, et qui, en même temps, permettra de favoriser une meilleure longévité de la structure. Si je prends les pales, c'est vraiment par excellence le cas d'application où, grâce à ces analyses de l'état d'endommagement des structures par des capteurs embarqués, et voire même, et d'ailleurs aujourd'hui ça existe des solutions, en tout cas nous on travaille fortement là-dessus, qui seraient embarquées sur des drones pour aller vérifier l'état de santé des structures, ça permettrait d'aller aussi vers une prolongation de durée de vie des composites. Comme ça a été dit pour les pales et pour les composites, en fait le composite il vieillit pas, c'est malheureusement les endommagements et la résine qui peuvent se détériorer dans le temps. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ces solutions. Ces solutions vont nous permettre du coup d'augmenter la productivité aussi des éoliennes. On est par rapport à la mise en place de réparations, étant donné qu'on peut le planifier longtemps à l'avance, ça peut être du coup intégré dans une autre étape de maintenance. Tout ça, c'est des choses en fait qui se font dans le secteur aéronautique de plus en plus. Et pourquoi pas le faire dans l'éolien. Oui, et ça pose aussi la question de... on en avait parlé aussi avec Francisco Alvarez. Comment montrer qu'aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude sur l'entretien et la maintenance, c'est intelligent aussi économiquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça juste pour l'amour de la planète, en fait. Je le sais, même si je l'espérerais. Et puis vous me dites aussi qu'il y a vraiment des sujets très différents entre les pales et les machines aussi. Effectivement, comme je l'avançais tout à l'heure, en fait, on a vraiment différencié le département pale du reste de l'activité. Donc, on a vraiment un département OEM qui fait toute la partie maintenance prédictive, préventive et corrective sur la partie vraiment plus mécanique, hydraulique, électrique de la machine. Mais il y a un département pale qui travaille d'une façon complètement différente. D'ailleurs, pour nous aujourd'hui, avec les moyens qu'on a et ce qu'on propose, faire du prédictif sur les pales, c'est assez compliqué aujourd'hui. Donc c'est vraiment de la maintenance corrective directement. C'est difficile de faire de la maintenance préventive ou prédictive, car une pale, finalement, on détecte si elle est en bon état ou pas par rapport à des fissures apparentes. Par contre, sur la partie mécanique, hydraulique ou électrique, c'est effectivement, il y a plus de moyens, il y a plus de possibilités, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il est vrai que ça dépend des clients, ça dépend des exploitants. Chacun a leur façon de travailler, chacun a j'imagine, leur plan de viabilité sur les machines. Donc, certains préfèrent les faire tourner, produire pendant 15 ans à fond. D'autres préfèrent justement peut-être plus se focaliser sur cette idée de faire plus de prédictifs, faire des maintenances préventives plus approfondies. Effectivement, sur du moyen long terme, ça se voit. Nous, on a fait des démantèlements où on récupère des machines où on voit où il y a une maintenance qui a été vraiment bien menée, où il y en a d'autres, on savait que ça faisait quelques temps qu'ils avaient déjà en tête cette idée de repowering où elles étaient un peu plus abandonnées. Donc, premièrement, la récupération de ces machines pour les remettre sur le marché d'occasion va être beaucoup plus simple, pas en fonction de l'état de la machine.
Et effectivement, c'est un des sujets sur lequel nous, on met vraiment la pression. Vu que autant on fait cette partie donc OEM, autant on fait la partie démantèlement. Donc on essaie d'apporter justement cette expérience, autant sur la partie maintenance comme sur le démantèlement, et essayer de démontrer justement cette importance de cette partie plus prédictive sur les machines. Encore une fois, en séparant bien les pales du reste, mais c'est vrai qu'on est conscient que c'est un des sujets qu'on aime bien mettre en avant par rapport à la politique qu'on a en interne sur l'activité d'OEM. Oui, et pour refaire le lien avec la dimension normes, ce que vous me disiez, Quentin, c'est que peut-être qu'elles ne sont pas assez poussées, les normes aussi, sur ces sujets-là. Mais oui, je pense qu'au niveau de la réparation, je discutais avec un ami qui est dans la maintenance des éoliennes, et oui, où, quand il a commencé, les réparations, c'était, il fallait que ce soit cosmétique, que la surface de la pale reste bien aérodynamique, mais qu'après il faisait un petit peu tout et n'importe quoi. Et voilà, ça a besoin de se structurer. Dans l'aéronautique, on fait de la réparation sur les composites, et là c'est extrêmement normé, même peut-être des fois un petit peu trop. On met une très grosse sécurité sur la réparation. Mais si on veut pouvoir réutiliser une pale d'éolienne sur une autre éolienne, il va falloir avoir des réparations bien normées et bien suivre toute la vie de cette éolienne, savoir quelles ont été les réparations, comment ça a été fait, bien structurer tout ça. Et à ce moment-là, on pourra être sûr de ce qu'on achète. Voilà. Il y a de toute façon beaucoup de systèmes de contrôle. Voilà, ça peut être de la mesure ultrason ou de l'infrarouge. On peut aussi mettre beaucoup de capteurs dans les composites. L'avantage du composite, c'est qu'on en fait un petit peu ce qu'on veut. On met les matériaux qu'on veut. On peut aller insérer des capteurs au cœur de la matière, ce qui va nous permettre de savoir les sollicitations qu'il y a eu, les endommagements qu'il peut y avoir eu. Parce que l'endommagement des pales d'éoliennes, ça va être surtout des impacts ou peut-être une survente à un moment où on va fléchir un petit peu trop. Mais ça, c'est dur de faire du prédictif. Il va falloir sentir ce qui se passe, et donc mettre tous ces capteurs là-dedans, c'est la meilleure solution pour pouvoir réparer la pale avant qu'elle se casse. Parce que quand on a un début d'endommagement, on peut le sentir, et on peut aller réparer à ce moment-là plutôt que d'attendre d'avoir vraiment une pale qui se casse et qui à ce moment-là sera très difficilement réparable. Donc il y a pas mal de choses à faire, et je pense que tous ces capteurs, ça crée beaucoup de big data. On peut faire des jumeaux numériques, on peut s'amuser beaucoup pour bien comparer entre la simulation et puis le réel. Mais ça a aussi un intérêt, je pense, économique quand on va vouloir avoir une économie circulaire dans ces pales. Et je crois que Marie-Anne, voilà, ça vous donne envie de réagir. Oui, bon, déjà, en effet, on a des données, mais aujourd'hui, récemment, il y a des solutions où on n'est plus vers du big data. Mais c'est surtout pour revenir par rapport aux normes et l'intérêt d'un système normatif. Justement, dans le domaine de solutions innovantes, très souvent, le problème aussi pour faire accepter ces solutions innovantes, c'est comment est-ce qu'elles sont, on va dire, gérées, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'exploitant ou en tant qu'intervenant qui désire justement, si je prends le cas de MyWindPart, revendre des pales, c'est comment arriver à une forme de garantie, puisque c'était un peu ça aussi le nerf de la guerre. Et typiquement, comme pareil, j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine-là depuis longtemps dans le secteur aéronautique. Récemment, on a créé un groupe de travail géré par l'association Presend. Et on est occupé à préparer justement un référentiel qui décrit les performances des différentes solutions, quelles sont les bonnes pratiques, mais aussi quelles sont les limitations, quels sont les risques, de manière à ce que déjà il y ait un cadre par rapport à ces nouvelles solutions, que ce soit du monitoring ou de la maintenance prédictive ou autre, mais aussi d'aller même plus loin, d'aller jusqu'à des normes au niveau européen,
parce que, pareil, par rapport à ce qui était dit avant, et c'est pareil pour le recyclage, si on veut obtenir des financements pour pouvoir, et je pense surtout aux instituts, aux écoles et aux grandes écoles, pour faire des travaux, il leur faut des financements, mais pour obtenir les financements, je ne vais pas refaire l'histoire, mais tout ça pour dire, oui, ce système de mise en place de référentiels normatifs est très important. Et il y a des initiatives et ça avance. Et je comprends que oui, ces sujets-là, ils sont à la fois pour effectivement le recyclage, les débouchés, mais aussi même pour les opérations de démantèlement en tant que telles. Et j'avais envie de vous interroger, Laurie, sur la question, en vue du repowering, comment est-ce qu'on pourrait peut-être être plus efficace encore sur ces opérations de démantèlement avec tous les sujets, ou peut-être sur les normes aussi. Est-ce que vous me disiez que peut-être il y avait un enjeu à vraiment voir le démantèlement comme une partie intégrante quelque part du repowering, qui doit être regardé vraiment dans son ensemble? C'est évident que le démantèlement, c'est la première étape d'un repowering. Enfin, avant de réinstaller un site, il faut enlever le premier qui existait. Et on ne le voit pas toujours comme ça. En effet, même on voit pas forcément le démantèlement comme la fin de vie d'un parc aussi. Alors que pour autant, c'est une partie intégrante de la fin de vie d'un parc. Et donc du coup, sur le repowering, on est obligé de le voir. Et donc du coup, c'est en effet souvent quand on fait un renouvellement, je pense que c'est la plus grosse question qu'on nous pose, c'est comment on va démanteler le parc. Et presque pas en fait comment il va opérer pendant les 30 ans qui suivent, c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer en premier. Et pendant la phase de construction d'un renouvellement, c'est vraiment la chose qui pose le plus de questions, c'est comment ça va se passer, qu'est-ce que vont devenir les composants. Et je pense qu'il y a un sujet en effet de recyclage, mais il y a aussi un affect des locaux envers un parc éolien, parce qu'ils l'ont vu pendant 15, 20, 25 ans sur leur territoire. Et nous, on a des locaux qui nous demandent s'ils peuvent récupérer des bouts de leur parc, parce qu'en fait ils ont c'est une affection qu'ils ont portée pour ce parc là, et c'est beau de le voir comme ça, et ça montre que l'acceptabilité aussi en renouvellement est plutôt bonne. Je dirais pas qu'elle est tout le temps bonne, mais elle est quand même bonne. Et par contre, ça nécessite pas mal de pédagogie, parce que les gens sont initiés avec la technologie renouvelable, mais par contre veulent comprendre ce qui va se passer concrètement sur la phase de renouvellement. Ok, donc ce que vous dites, c'est qu'il y a un enjeu humain aussi. Et quand vous parlez de ça, moi, ça me fait écho avec les coopératives d'énergie citoyenne, notamment. Il y en a sur des parcs éoliens. Et donc, quelque part, il y a un enjeu aussi de raconter cette histoire-là, d'expliquer, de faire de la pédagogie sur ces sujets. Tout à fait. Et je recrocherai avec le sujet de tout à l'heure sur la partie économique. Le démantèlement est aussi un gros coût pour le projet, puisque en fait, avant de construire un site, il va falloir démanteler son prédécesseur. Et donc du coup, ça, c'est un coût qui est porté par le nouveau parc, donc par le projet de renouvellement. Et donc du coup, ça aussi, ça a un coût. Et souvent, on se dit qu'un renouvellement, c'est plus simple et moins cher parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Pas nécessairement, parce qu'en fait, il faut enlever ce qui existe pour reconstruire ce qui va exister. Et c'est déjà un coût assez compliqué. Et si c'est un coût, c'est peut-être aussi des revenus pour le territoire. Je mets cette petite parenthèse, peut-être pour la suite, pour les débats. Et tout à l'heure, vous évoquiez la question d'avoir une vision nationale pour pouvoir quelque part déplacer les pions. Et Marcouf, quand on avait échangé, avait réagi, on disait mais oui, et pas seulement national finalement. Allô, ouais. D'un point de vue opérationnel, on peut avoir une éolienne qui a une première vie en Italie ou en Espagne. Il y a quand même les Pyrénées entre la France et l'Espagne, mais qui pourrait être réutilisée en Occitanie, reconditionnée. La vision nationale, elle est importante, mais aussi transfrontalière. Mais sur la partie déchets, si on ne peut pas reconditionner, si on va vouloir recycler la pale, c'est aussi peut-être important de se poser la question des formalités transfrontalières qui peuvent être un frein à la gestion des déchets. Si on a par exemple une usine de traitement qui se développe en Belgique pour adresser les tonnages belges du nord de la France, peut-être en partie de la Hollande. Il y a peut-être un effort à faire du côté des formalités frontalières sur la gestion des déchets. Alors, on a pas mal parlé déjà des sujets de normes et de comment ça pourrait évoluer, j'aimerais bien finalement terminer notre échange sur un regard vraiment sur le futur, c'est-à-dire les enjeux de conception que tout ça pose aussi, puisque dans tout ce que j'ai entendu, finalement, il y a un enjeu de créativité, je trouve, autour de comment on va créer les futures générations de machines pour qu'elles soient plus facilement recyclables, réemployables. Il y a un enjeu aussi de créativité sur les débouchés, parce qu'on ne va pas faire autant de ponts et de bancs en éolienne
éoliennes qu'il y a d'éoliennes à démanteler. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un peu, si ça va de commencer par vous Alexandra, un peu le vœu qu'on pourrait faire sur cet avenir-là en termes de conception, de prochaines machines, de nouvelles manières de voir la manière de reconditionner, de réemployer, de recycler, tout ça? Oui, alors tout à fait. Donc, par exemple, pour l'aspect béton, clairement, il y a un enjeu qui est très important. On a évoqué l'enjeu de la normalisation, mais en fait, en amont de ça, il y a un enjeu très important, c'est celui d'acquérir des connaissances pour comprendre comment, par exemple, les matériaux qui sont issus de recyclage pourraient être intégrés dans les futurs, par exemple dans les futurs flotteurs. Est-ce qu'ils auront une durabilité suffisante? Est-ce qu'on pourra, avec ces matériaux qui auront certainement des performances inférieures à celles aux matériaux qu'on formule avec le béton à base de ciment Portland classique, qui est le plus performant mais qui est aussi le plus émetteur de CO2. Voilà, comment on arrive à formuler des bétons qui restent néanmoins performants par rapport à la durée de vie, notamment qu'on attend sur les éoliennes. Ça, c'est un point très, très important. Et voilà. Et à partir de ces nouvelles connaissances, on pourra peut-être aussi débloquer les aspects normatifs. Et de manière plus générale, ça a été déjà évoqué, c'est l'aspect par Marianne, c'est l'aspect par exemple de la maintenance par protection cathodique qui permet de rallonger la durée de vie des ouvrages, mais là où également on a besoin de connaissances pour mieux dimensionner les systèmes. On est encore sur des approches qui sont normatives, qui sont très très approximatives pour le dimensionnement de ces systèmes de protection. Et de vous entendre nous rappelle à quel point la recherche, la connaissance et le lien entre la recherche et l'industrie est essentiel. Quentin, pour vous, c'est quoi l'avenir ou c'est quoi votre vœu pour l'avenir? Pour moi, l'avenir, il y a le travail sur les pales du passé qu'il va falloir quand même gérer, mais l'avenir, ça peut être des pales plus facilement déconstructibles, donc déjà peut-être en plusieurs morceaux. Il y a des cols maintenant qu'on arrive à décoller en chauffant juste à une certaine température, on arrive à décoller, donc pouvoir séparer les différents éléments de la pale pour pouvoir mieux les recycler. Voilà, enlevé les parties sandwich et les longerons en carbone par rapport aux autres parties de la pale. Il y a aussi beaucoup de choses à faire sur les résines. Voilà, partir de la résine époxy et avoir des résines, peut-être des résines thermoplastiques. Il y en a de plus en plus qui se développent, qu'on va pouvoir ensuite remodeler, réutiliser, reformer, sans avoir besoin de séparer de la fibre de la matrice. On développe aussi des nouvelles résines dites vitrimères, qui sont un mélange entre le thermoplastique et le thermodurcissable. Donc des résines qu'on peut aussi réparer, réutiliser, refondre, revenir au monomère avant de les repolymériser. Et puis essayer de trouver des nouveaux matériaux ou réutiliser d'autres matériaux. Par exemple, la fibre de verre, maintenant, on pourrait très bien la remplacer par de la fibre de carbone recyclée. Donc des fibres de carbone courtes qu'on ne peut plus utiliser dans l'aviation, par exemple, pour faire des structures primaires, mais qui seraient largement suffisantes pour faire des structures dans des pales d'éoliennes. Il y a aussi des choses sur les fibres naturelles. Si on va sur des fibres naturelles, des résines qui seraient aussi biodégradables, à ce moment-là, on pourrait faire des pales d'éoliennes qu'on irait enfouir et faire du compost et à refaire pousser des plantes derrière. C'est faisable, c'est envisageable. On arrive à faire ça pour l'instant sur des choses non structurelles, mais on pourrait aller voir plus loin. Ok, merci. Marianne, est-ce qu'il y a un vœu sur l'avenir? Oui, il y a un vœu, bien sûr. Il y en a plein même, oui. Je suis sûre. Oui, tout à fait. Donc en fait, le vœu, ça serait par exemple au-delà de la maintenance prédictive, c'est d'avoir dès la conception des structures, pour en tout cas les nouvelles éoliennes ou les nouvelles fabrications, l'intégration de systèmes qui permettraient des contrôles automatisés, qui ont pour avantage de réduire le facteur humain, donc d'être entre guillemets plus
fiables. Je ne veux pas dire que les inspections faites par un opérateur ne sont pas fiables, mais vous savez comme moi que le facteur humain, malheureusement, fait qu'on perd des fois en efficacité. Et au-delà de ça aussi, c'est bien en fait, mon rêve, ça serait qu'on déterre toutes ces pales, qu'on les équipe et puis qu'on les réutilise. Voilà, ça sera le mot de la fin en ce qui me concerne. Merci Marianne. Et pour vous Sébastien? Écoutez, pour moi c'est... Bon, alors effectivement, il y a une petite slide là pour illustrer un peu nos activités. Votre vision de l'avenir peut-être aussi. Mais oui, effectivement, l'idée c'est, je rêve demain d'avoir une filière industrielle française. On a les compétences, je pense qu'il faut qu'on se réunisse aujourd'hui pour créer cette filière en capacité de reconditionner et plutôt que recycler. Hein, je prône le reconditionnement. Le recyclage, évidemment, fait la partie... c'est un peu la fin. Et du coup, ça a aussi d'autres avantages. Hein. Ça va être créateur d'emplois. Enfin, on va créer de l'emploi, on va redynamiser les territoires, pardon. Et tout ça, on peut le faire en local. Et je pense qu'en tant que développeur, je ne suis pas développeur, mais en tant que développeur, c'est quand même un argument de poids de dire qu'en local, on arrive à reconditionner et on crée de l'emploi. C'est important. Voilà. Et c'est vrai que vous évoquez la filière, je dois vous dire à tous que j'ai été agréablement et incroyablement surprise dans les échanges de voir à quel point vous étiez raccord, vous êtes tous des maillons différents de la chaîne et que vous aviez plaisir même à échanger, à brainstormer sur ce sujet-là, qui peut-être il y a quelques années était juste pas un sujet, quoi. Donc merci aussi pour ça. Marcouf, c'est quoi pour vous le... Pour nous, c'est se concentrer sur les programmes qu'on a, mais pas tout faire tout seul. Il faut être humble. Vestas a besoin de partenariats avec les autres turbiniers, de parler avec la filière, les autres acteurs, les recycleurs, les développeurs. On a quand même des programmes qu'on fait. Donc là, on a une innovation de rupture qu'on a rendue publique l'année dernière. Qui fonctionne sur les résines époxy. Les résines époxy qui représentent la part majoritaire des pales existantes et des pales qui sont mises sur le marché aujourd'hui. La solution qu'on a trouvée avec des universitaires au Danemark permet de revenir à l'état de monomère, comme disait Quentin, de revenir à une échelle moléculaire et d'annuler les effets de fatigue. Donc on arrive à déjà, d'une part, on arrive à séparer les composants et comme si on les pelait sur la pale, hein, comme on voyait sur le schéma en fait, en les plongeant dans une solution avec des composés chimiques qui sont disponibles sur le marché dans des conditions de température et de pression normales. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin de réinventer la poudre, on est avec une demande énergétique et des coûts associés qui sont limités. On arrive à séparer les différents composés, les différents matériaux, à les garder dans un état de conservation avancé. Et sur la partie résine aussi, un vrai challenge sur ces résines thermodurcissables, on arrive à revenir à un état moléculaire qui annule les effets de fatigue et de réutiliser les mêmes molécules pour faire une nouvelle résine qui va être commercialisée, qui va être certifiée de la même manière et qui va pouvoir rentrer dans la composition d'une nouvelle pale. Ce procédé va pouvoir s'appliquer sur les futures pales, donc on va être dans de l'éco-conception, mais il s'applique aussi, et ça c'est une très bonne nouvelle, sur les pales qui sont en cours de démantèlement pour la partie pale époxy. Donc on travaille là-dessus pour rendre cette technologie viable au niveau économique, l'industrialiser et la proposer dans les prochaines années aux exploitants. Voilà. Merci. Bertrand, vous, c'est quoi c'est quoi aussi les chantiers pour France Renouvelable et les chantiers pour demain, les pistes? Ils sont nombreux. Du coup, ok, alors la première qui vous vient. Non, alors le vœu que je ferais, ça serait plutôt sur la visibilité, c'est-à-dire qu'en fait, comme toutes les filières, il y a besoin de stabilité, de visibilité pour s'organiser, pour connaître les coûts, pour structurer les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin d'une manière générale dans l'éolien. Donc, je le disais en introduction, on parle d'énergie renouvelable nouvelle. Ça fait 30 ans maintenant. Ça semble complètement hallucinant tu disais tout à l'heure qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui, après 30 ans d'éolien. Donc il est plus que temps de se poser ces questions-là et il est temps aussi de cadrer tout ça, de l'encourager financièrement,
d'avoir des systèmes incitatifs dans les tarifs de rachat d'électricité et de mettre en avant des pratiques qui sont vertueuses en fait pour l'écologie et l'économie. Donc il faut simplement le faire, et je pense que France Renouvelable a vraiment à cœur d'accompagner, de pousser tout ça pour qu'on ait un système effectivement en France qui puisse encadrer et accompagner tout ça. Merci Bertrand. Laurie, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore partagées aussi sur ça, sur cet avenir et sur peut-être ce qu'il faudrait faire là en premier dans les mois, dans les années qui viennent? Je commencerai par le reporing. Je pense que ça serait bien que le reporing soit connu de tous, parce que c'est quand même encore quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Pour beaucoup, on dit repo quoi, ça pose la question. Donc c'est qu'à l'évidence, en fait, c'est pas encore connu de tous, alors que pourtant, on est sur un nouveau éolien. On a eu le premier nouveau éolien il y a 20-25 ans. Là, on est sur un renouveau de l'éolien qui va devenir une réalité. La réglementation, elle commence à émerger. Pour autant, on n'a pas une réglementation sur tout. Il y a beaucoup de contraintes qui ne sont pas encore cadrées. C'est un travail qu'on essaie de mener avec France Renouvelable. Moi, je suis au GT Reporing. On essaie de traiter ce sujet. On essaie d'embarquer un peu tout le monde dans ce nouveau bateau. Parce qu'en fait, on a besoin d'un cadre pour pouvoir avancer, pour pouvoir rendre le reporing plus facile, plus rapide. À l'heure actuelle, on est sur des délais de renouvellement qui sont quasiment similaires à des greenfields, donc des projets neufs, ce qui n'est pas satisfaisant. Et donc du coup, il faut qu'on essaie d'optimiser tout ça pour que ça soit plus facile. Donc ça serait le premier vœu sur le reporing. Et bien sûr, le second vœu à long terme, ce serait comme je disais qu'en fait, on essaie de redistribuer les cartes au sein. Alors, j'entends mon collègue au sein, bien sûr, de l'Europe, sans frontières, mais il y a déjà rien qu'au niveau de notre territoire, ça serait déjà pas mal qu'on se dise que, en fait, une éolienne, quand on la démantèle quelque part, c'est pas pour la mettre forcément à la poubelle, c'est que peut-être qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre, autre part. Et donc, du coup, tout ça, en fait, ça peut pas se faire juste à son échelle, en tant que développeur, en tant que constructeur. En fait, il faut que tout le monde soit conscient de ça et que tout le monde se prête au jeu, et les institutions en première. Merci Laurie. Et on termine avec vous, Francisco. Est-ce que tout a été dit ou pas? C'est ce que j'allais dire comme vœu. J'aimerais bien que tous les vœux antérieurement soient appliqués. On en ajoute un ou pas? En fait, personnellement, je me focalise surtout sur la problématique des pales. En fait, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment sur l'actif sur laquelle il faut qu'on se penche ou vers laquelle il faut qu'il y ait des solutions à court terme. Mais après, évidemment, je rejoins évidemment tout ce que viennent de dire mes collègues. Mais je pense que ce sujet pâle, malheureusement, est encore un sujet d'actualité sur lequel je pense que oui, tout le monde faut qu'il s'y penche. Mais ravi que Vestas aujourd'hui soit là, justement. Je prends connaissance également de cette nouvelle activité et envie de travailler sur le sujet, donc c'est super. Et donc voilà, pour ma part, je ferme sur ce fait encore une fois des pales. Et effectivement, en vous entendant, je me dis, là, il y a la filière réfléchit ensemble, mais peut-être qu'un jour, il faudra aussi sortir de la filière, peut-être discuter avec des avionneurs, avec des architectes, avec des urbanistes, aller savoir, peut-être élargir aussi tout ce sujet-là. Il nous reste quelques minutes si vous souhaitez, soit si vous souhaitez poser des questions, mais sinon, moi, j'ai bien envie de vous interroger, vous, peut-être que vous aussi, vous avez un vœu pour l'avenir, vous avez des souhaits, vous imaginez peut-être des choses importantes qui ont peut-être pas suffisamment été abordées. Rebonjour. Moi, c'est pas du coup un souhait, c'est une question. Vous avez parlé des pales et j'ai entendu des choses et leur contraire, donc j'imagine que ça dépend du contexte. J'ai entendu que d'un côté, c'était assez facilement réparable sur des petits défauts, j'imagine, mais que j'ai cru comprendre aussi que sur une casse majeure, forcément, on avait un problème beaucoup plus compliqué à gérer. Insondable, ouais. Et j'ai aussi compris qu'on pouvait peut-être éventuellement les défaire et les ramener leurs plus petits éléments pour pouvoir éventuellement les recomposer. Mais j'ai aussi entendu parler d'aller les brûler et d'aller récupérer les résines pour faire du chauffage dans des fonderies ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui en est où et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et à quoi on va demain? J'ai entendu plein de choses différentes, mais j'ai pas réussi à clarifier, ok. Qu'est-ce qu'elles peuvent devenir? Alors, qui serait le plus... vous précipitez pas. Donc, qui serait peut-être... Bertrand y va, et peut-être Marco complétera.
Est-ce qu'on peut clarifier, moi ce que j'entends c'est un besoin de clarifier en fait. On a dit beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut clarifier ce qui se fait aujourd'hui avec les pales et quel est le principal débouché demain? Ce serait ça un peu la... Oui, ce qui se fait aujourd'hui, en fait, il y a très peu de parcs ripowerés en France. Donc ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, pour moitié, en fait, les pales partent sur une seconde vie. Donc là, effectivement, en fait, on répare les pales et les éoliennes, on les reconditionne pour partir sur une seconde vie. Ça, c'est pour moitié des parcs remplacés. Et pour la seconde partie, aujourd'hui, effectivement, les pales sont broyées. Elles sont broyées et... Énorme majorité. Et du coup, elles deviennent quoi quand elles sont broyées? Et ensuite, elles finissent... Soit un incinérateur, c'est ça? Exactement. Okay. Donc la difficulté... Enfin, je dirais que l'enjeu, du coup, c'est de faire en sorte que cette partie-là qui est incinérée aujourd'hui ne le soit plus demain. Donc on a eu beaucoup d'explications aujourd'hui assez techniques là-dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est tout l'enjeu de l'éco-conception en fait, de départ qui va permettre de récupérer la fibre, de rendre ça économiquement viable, etc. Pour faire en sorte de ne plus avoir en fait simplement à éliminer les pales. Voilà. Et c'est là où vous dites, et sur cette partie, comment éviter celles qui sont broyées, c'est là où les solutions sont multiples et pas forcément peut-être encore uniques. C'est ça? Vous voulez compléter ou Marc Ouf? Ouais, pour moi, l'enjeu vraiment, et puis ce qui ressort de la table ronde, c'est qu'il faut le plus possible remonter dans la pyramide de la circularité en favorisant les solutions qui vont allonger la durée de vie d'une pale ou d'une éolienne, puis qui vont la réparer ou la reconditionner pour lui offrir une seconde vie. Et en dernier lieu, qui vont recycler les composants qui ne peuvent pas être réutilisés. Et c'est pour ça qu'il y a un effort qui est fait de R&D pour avoir un recyclage le plus vertueux possible, parce que même au niveau du recyclage, il y a des niveaux de recyclage, et partir en cimenterie, c'est moins noble qu'utiliser les molécules pour refaire une nouvelle résine. Mais tout ça est moins noble au niveau circulaire que de réparer la pale et de la réutiliser. Tout ça est moins noble que de faire un diagnostic qui permet d'allonger de 5 ou de 10 ans la vie d'une pale existante sans la modifier. Oui, ok, donc cette moitié qui part pour l'instant à l'incinérateur, il faudrait qu'il y en ait une bonne part le plus possible qui redeviennent des pales éoliennes, et puis qu'on sache mieux recycler de manière noble le reste. J'ai bien résumé? Mais oui. Ok, ouais, bon ben voilà. J'ai pas entendu beaucoup de ce que Marco disait parce que moi, ça arrête pas de s'éteindre. Mais voilà, je pense que en effet, il y a plein de solutions. Voilà, on a parlé de beaucoup de solutions différentes. Il faut trouver celle qui est économiquement viable pour l'instant. Donc pour l'instant, en effet, c'est beaucoup broyer. Réutiliser aussi, on peut faire du granulat qu'on va mettre dans les routes ou dans des plastiques ou en cimenterie, mais il y a plein de façons plus nobles. Et voilà, pour l'instant, nous, moi, au niveau recherche, je regarde un petit peu tout ce qu'on peut faire. Voilà, je suis pas le financeur, c'est pas moi qui met les sous et qui dit ce qu'on va en faire. Moi, j'essaye de voir, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Voilà, et c'est sûr que pour moi, une pale qui est démontée et remontée sur une autre éolienne, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais de toute façon, à un moment, elle va quand même arriver en fin de vie. On va arriver sur des matériaux qui finissent par se dégrader. Donc, il faudra trouver d'autres solutions de recyclage. Est-ce qu'on arrive à récupérer la fibre, à en faire quelque chose de noble à nouveau, ou est-ce qu'on va la brûler, en faire du ciment? Il y a toutes ces possibilités et c'est complémentaire en fait. Même si on dit, soit on la brûle, soit on la réutilise, mais c'est des solutions qui sont complémentaires et il faut avoir tout ce panel de solutions pour pouvoir, voilà, une pale qui est en bon état et on peut la réutiliser. Une qui est un petit peu plus endommagée, on va pouvoir peut-être l'utiliser en solution tampon de réemploi, à faire un abri vélo ou des choses comme ça. D'autres, on va vraiment revaloriser la matière. Et si on a tout ce champ de possibilités, ça nous permet d'écouler aussi le stock de pales qu'on va avoir sur les bras quand on commence à vraiment démanteler toutes les grosses installations. Merci. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres souhaits de questions ou d'exprimer
ce qu'on souhaiterait pour l'avenir, puisque nous arrivons au terme de cette conférence. Je ne vois pas de main se lever, alors je suppose que vous avez envie d'y aller là, c'est bon, 2 heures. Si, un vœu ou une question? C'est un vœu? Ah, super. Moi, mon vœu, ce serait que toutes les filières industrielles mettent autant d'énergie que la filière éolienne à progresser dans la circularité. Bon vœu, vous êtes d'accord? Ouais. Super. Je crois si je... Oui, un vœu ou une question? Ah non, vous n'avez pas levé la main du tout? D'accord. Alors je vous laisse. Eh bien écoutez, je vais vous remercier, vous 8. C'était pas simple à 8 de se répartir la parole, mais je trouve que vous êtes beaucoup complétés et c'était très intéressant pour moi, autant à préparer qu'à entendre aujourd'hui. On va remercier aussi Johan au son, grâce à qui vous avez entendu cette conférence, ainsi que, quel est votre prénom? Aurélie? Chloé. Chloé, ainsi que Chloé, grâce à qui vous avez pu prendre la parole. Donc merci à eux. Et merci à vous d'avoir écouté avec attention cette conférence. Et bien écoutez, je partage ce vœu et je vous félicite aussi pour tout ce que vous faites chacun déjà dans ce sujet. Merci beaucoup.